Bonjour et bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Cette semaine, je reçois Radi Ajar. C'est un étudiant en littérature à la maîtrise à l'Université de Montréal et il est aussi chargé de cours au Cégep. C'est un passionné d'art en général, de théâtre aussi. Puis moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant un été dans un camp de jour il y a quelques années. Puis on s'était très bien entendus. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'inviter? Ce serait super intéressant d'avoir sa perspective sur tous les sujets qu'on aborde. Puis j'ai pas été déçue. Ça a été tellement un bel entretien, des beaux échanges. Vraiment, il s'est tellement livré, il s'est ouvert. Puis c'était très, très beau, très touchant. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Radi, comment tu vas? Ça va bien. Ma journée se passe très bien pour l'instant, oui. Oui, c'est ça. Ben, tantôt, tu m'as parlé. Ben là, je sais pas si tu es à l'aise qu'on en parle, mais tu viens juste de me dire que tu as fait une visite d'appartement. Oui, je visite des appartements pour emménager avec mon copain en été, au printemps-été, oui. C'est cher, mais, Ouais. mais on trouve de beaux appartements pour l'instant. On est en train de voir toutes nos options avant de décider qu'est-ce qu'on va prendre, même si le marché part très très vite. Ouais, ben Ouais, c'est ça, hein, ouais, c'est ouais. le risque de vouloir trouver la perle rare. Un peu, oui, sauf que on en voit pas mal de points négatifs aussi dans les appartements qu'on voit, donc avec des propriétaires des fois qui veulent des dépôts en avance et tout ça, alors que c'est illégal, mais que même si la plupart des propriétaires le font, donc on essaie de trouver un juste équilibre, disons. Oh, Ouais, oui. oui. Moi, ça m'est arrivé, ça, d'emménager puis de faire comme, ah, c'est l'appart que je veux, il est parfait, mais on me demande un dépôt d'1 mois de loyer, puis de le donner parce que, qu'est-ce que tu veux, Oui. comme j'ai pas le choix. Puis quand je m'en viens pour quitter, on me fait croire que j'ai jamais laissé de dépôt parce que, voyons donc, c'est illégal, on t'aurait jamais demandé ça. Puis une chance que j'avais les preuves de virement Interac. Mais même à ça, ils n'ont jamais voulu me rembourser. Fait que je suis partie en payant pas mon dernier mois de loyer. Oh. Parce que j'ai fait, c'est pas vrai que vous allez me voler Ouais, un mois de loyer. C'est cher, là. oui, C'est quand beaucoup même, d'argent. quand même, Fait que, ouais. voilà. Ouais, c'est les joies du marché immobilier. Exact, ouais. Ouais. Est-ce que tu veux me dire qui tu es, de quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je m'appelle Radi Ajar et j'ai 25 ans. Ça fait 7 ans que je suis ici à Montréal, que je vis ici à Montréal. J'ai vécu 18 ans au Liban. Et je suis étudiant à la maîtrise en littérature comparée et chargé de cours à un cégep. J'enseigne la littérature, donc, pour préparer mes étudiants à l'épreuve uniforme de français. C'est ça. C'était quoi la question, l'autre question? Mon âge? Oui, j'ai 25 ans, donc c'est ça. C'est mes principales occupations, disons, entre études et travail et enseignement. OK, wow. Il y a plein d'informations là-dedans, mais Ouais. tu sais, nous, on s'est côtoyés, on a déjà Oui. travaillé ensemble Oui. un été, Mhm. mais je me souvenais pas, puis peut-être qu'on n'en avait pas parlé ou c'est moi qui a oublié cette information-là. Je me souvenais pas que ça faisait aussi peu longtemps que tu étais ici. Ah, oui, en fait, je suis arrivé en 2017 à Montréal. J'ai vécu 18 ans au Liban. Et oui, en fait, comme j'ai la citoyenneté, un jeu de circonstances m'a fait décider que j'allais venir étudier à Montréal. OK, c'est vraiment ton choix. T'es pas venu avec ta famille, dans le fond. Je suis venu avec ma famille, en fait, parce que, à nouveau, circonstances, un contexte particulier, personnel et familial. Mais je suis venu... à nouveau, on ne peut pas vraiment dire choix parce que les universités auxquelles j'ai appliqué, c'était McGill et UDM, les deux seuls. Et j'étais accepté à UDM, j'étais refusé à McGill. Je me suis dit la seule façon d'avoir un futur à l'université, c'était de venir à UDM. Donc, c'est ça. OK. Ouais. Wow. Puis, ça a-tu été un choc quand t'es arrivé ici? Un peu, oui. Certaines choses étaient plutôt un choc. Je dirais pas choc, mais c'était bizarre de les vivre. Je me souviens, le premier jour où je suis arrivé, on installait les meubles et tout ça dans mon nouvel appartement. Et ma mère allait vivre avec moi aussi.
Et mes parents et ma sœur aînée sont allés à Ikea, je pense, pour acheter d'autres meubles, pendant que ma sœur cadette et moi installions nos meubles. Elle m'a dit, tu vas venir dîner avec moi, on va à un restaurant. On est allé, c'était près de Côte-des-Neiges. Je suis allé à Côte-des-Neiges. Pour moi, Côte-des-Neiges, c'était une autoroute. Par rapport à moi, je trouvais que c'était une autoroute, une très grosse rue, que j'allais me perdre dans cette ville, tellement elle était grande et troublante pour moi. Donc, à ce moment-là, c'est un peu un choc, oui, certes, mais on s'y habitue assez rapidement. Il y a aussi des petits trucs bizarres, par exemple l'électricité qui ne se coupe jamais. Ouais. À Montréal. Pas besoin de calculer combien d'eau chaude on a consommé pour voir si le réservoir va se vider ou pas. Des trucs comme ça, oui, qui est relatif à la société, disons, libanaise, et l'économie libanaise aussi, et relatif aussi à la société d'accueil, oui. Ah ouais, quand même. Ouais. Quand même, puis aujourd'hui, là, ça fait 7 ans que tu es ici. Et comment tu vois ton futur? Est-ce que tu veux rester éventuellement au Québec pour vivre ta vie, ou tu sais pas, il y a peut-être une possibilité que tu retournes au Liban? Alors, retourner au Liban, je pense que c'est la dernière possibilité, disons. OK. Parce que... on va en parler parce que l'homosexualité, disons, au Liban n'est pas illégale, et j'aimerais vivre ouvertement ma vie de couple ou bien ma vie amoureuse. Parce que c'est très instable aussi. Bon, le monde en ce moment est instable, mais au Liban, il y a une crise économique, sociale, politique, toute une salade de problèmes qu'il n'y a pas encore à Montréal. J'espère que ça ne viendra pas, mais on ne sait jamais. Donc, Montréal, c'est une belle option, mais je garde mes options ouvertes. Idéalement, oui, parce que j'aime le système de cégep, par exemple, et j'aimerais bien enseigner au cégep la littérature au long terme, disons. OK. Donc, c'est ça. Ouais. Très cool. Ah wow. Puis t'aimerais enseigner quoi exactement? Parce que je sais que... Est-ce que t'aimerais enseigner vraiment littérature pour les gens qui vont dans ce programme-là, de cette concentration-là, ou le français peut-être plus en général? Alors, il y a les cours obligatoires de littérature qui sont donnés au cégep, les cours pour passer l'épreuve uniforme de français, donc 101, 102, 103. Et récemment, avec la loi 14, qui oblige les étudiants anglophones et allophones à passer l'épreuve uniforme de français à moins d'exceptions, les UF0, UF1, UF2. Ça, c'est les cours obligatoires. Je m'intéresse à les enseigner. Il y a des cours de français langue seconde aussi qui m'intéressent. Mais idéalement, c'est la littérature. Peut-être pas nécessairement la littérature pour les gens qui sont intéressés par ça. J'aimerais aussi tenter ma chance à intéresser mes étudiants qui sont peut-être dans des programmes qui n'ont rien à voir avec la littérature, leur montrer l'intérêt de cette discipline. Mm-hmm. Ouais. Ben oui, parce que je veux dire, moi je me souviens de mon cégep, là, puis ça change vraiment. C'est tout au tout, là. Les cours de français au secondaire versus au cégep, c'est tellement pas la même chose. J'ai l'impression qu'au cégep, c'est un peu... tout peut arriver, là. J'avais des cours d'histoire dans mes cours de littérature. On me faisait découvrir des grandes œuvres, alors que tout ce que j'ai lu au secondaire, c'était nul. Non. Vraiment... C'est beaucoup de littérature jeunesse au secondaire et beaucoup de littérature, disons, qui était appelée paralittérature, donc des romans policiers, des romans, pas toujours, mais la plupart des œuvres, disons, secondaire 1, secondaire 4, qui étaient un peu ça. Au cégep, on apprend plus des œuvres, disons, canoniques, bien que canonique aussi, c'est un terme assez péjoratif, et qu'on peut maintenant découvrir beaucoup plus d'œuvres littéraires. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup un grand pan d'histoire, de philosophie, d'interdisciplinarité dans la littérature même, surtout quand on fait le travail du théâtre, par exemple. Ouais. Oui, absolument. Il y en a qui ont eu la chance de vraiment travailler du théâtre dans leur cours. Pas moi, là, mais c'est très cool. Ouais. OK, ben lançons-nous. Oui. J'aimerais savoir si parler de sexualité, c'est quelque chose qui est tabou pour toi, ou si ça l'a déjà été. Alors, pour moi, en ce moment, c'est pas vraiment tabou, mais ça l'a été dans le passé parce que j'ai grandi dans une famille religieuse, assez religieuse, où la sexualité n'était presque pas abordée. Sexualité hétéro, encore moins la sexualité autre qu'hétéro, autre que la sexualité hétéro. Donc, ça a été tabou. Mon éducation sexuelle, je l'ai faite
principalement d'un côté scientifique et c'était même pas les organes génitaux masculins, les organes génitaux féminins, la pénétration. Et encore, on parle juste de fécondation et de trucs comme ça. En famille, c'était très peu abordé. Je me souviens, j'avais quelques livres qui parlaient de l'éducation sexuelle, mais c'était très chrétien, disons, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Très chrétien comme éducation. Donc, un homme et une femme qui s'aiment et qui font un enfant parce qu'ils veulent faire une famille. Donc, ça a été tabou. Et en me découvrant moi-même comme étant une personne qui n'est pas hétéro, donc une personne gay, queer, j'ai dû apprendre à déconstruire ce tabou-là parce qu'il fallait que je m'éduque sur ce que c'est être gay, sur ce que c'est être queer. Je l'ai fait sans doute de très mauvaise façon au début, mais j'ai appris peu à peu à me sentir plus à l'aise avec ma sexualité, plus à l'aise avec la notion de sexualité. Et ma famille a évolué aussi. Donc, ma famille plutôt directe, donc mes parents, mes sœurs. Donc, bien que ce soit encore tabou et que plus ou moins tabou, quelque chose de très personnel, très intime, ce qu'il est d'une certaine manière, mais quelque chose qu'on n'aborde pas très aisément, on arrive des fois à l'aborder de façon plus ouverte quand on a des discussions entre nous. Donc, c'est quelque chose, c'est un processus à déconstruire en ce moment, mais ça a été un tabou dans le passé, oui. OK. Puis est-ce que tu t'es à l'aise qu'on parle de l'enfance, mettons, le moment où tu as découvert que tu étais attiré vers les garçons, tu avais quel âge environ? C'est une bonne question dans le sens que moi, quand j'ai été conscient que j'étais peut-être, et que j'ai mis un mot dessus, gay, j'avais 14-15 ans, à peu près, entre 13 et 15 ans. Je suis en quatrième, donc oui, 14 ans. J'ai eu un crush sur un de mes amis de classe, qui était mon voisin de pupitre. Et je pensais que j'étais en amour avec lui. Donc j'ai commencé à dire à mes meilleurs amis que oui, je pense que je l'aime bien et que je suis gay, etc. Mais ça remonte à plus loin, cette attirance pour les garçons. Déjà, quand j'étais au primaire et au secondaire, disons, l'équivalent du secondaire, disons ici, au début du secondaire, j'étais moqué parce que j'avais des gestes qui étaient, comme on l'appelle, efféminés, entre guillemets. J'étais un peu seul, j'aimais les choses que les filles aimaient traditionnellement, donc les arts, la danse, le théâtre. J'aimais écrire, j'étais premier de classe, donc tout un cocktail de choses qui faisaient dire à mes je ne dirais même pas camarades, mais à mes collègues de classe, disons, tu es gay, tu es gay, tu es un PD, des termes de ce genre-là. Et j'étais vraiment dans le rejet de cette notion. Déjà, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup d'éléments qui signalaient un peu une tendance plutôt atypique, disons, non hétéronormative, disons, parce que j'aimais porter des jupes. Quand mes sœurs recevaient des jupes comme cadeau, je voulais porter les jupes, par exemple. J'aimais explorer un peu c'est pas du drag que je faisais, mais par exemple quand je jouais à des jeux avec ma sœur, j'aimais jouer une fée. J'aimais jouer des personnages féminins. Et j'étais quand même aussi assez attiré par les garçons, bien que je n'ai pas eu beaucoup d'amis garçons. Mais par exemple, j'étais scout à un certain moment, un louveteau. Et à un certain moment, la cheftaine nous a dit « Bon, vous allez rentrer vous doucher 2 à 2. En maillot ou tout nu, je m'en fous. » Quoi? C'est le Liban. Et en plus, la cheftaine n'était pas très bonne, mais bon, ça c'est autre chose. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors, bon... 2 à 2 parce qu'il fallait faire rapidement, mais en maillot, elle nous a dit en maillot ou tout nu, je m'en fous, vous voulez vous doucher, dans le sens que je m'en fous je m'en fous un peu ce que vous les modalités avec lesquelles vous devez la faire, vous allez 2 à 2. Donc j'ai essayé de convaincre mon ami scout
d'être tout nu sous la douche. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas être anodin. En rétrospective, bien sûr, ça n'a pas pu être anodin. Genre, oui, donc j'étais un peu attiré par ce garçon-là. On avait 12 ans, ce garçon-là. Donc, je me suis dit, oui, c'est peut-être un signe aussi. C'est peut-être un signe qui montrait que je n'étais pas tant attiré par les filles non plus. Du moins physiquement, oui. T'as-tu réussi à le convaincre? Non. Non. Et moi, je pense pas. Non, c'est vrai. Mais, OK, fait que, tranquillement... Puis là, quand tu dis que ça a commencé par, mettons, les gestes plus efféminés, tout ça, de te faire dire que tu étais homosexuel, tu dis que tu savais pas c'était quoi. Fait que comment t'as su c'était quoi la définition de ce mot-là? Il faut dire qu'on avait une psychologue à l'école. Et j'allais, à partir de 13 ans, 12 ans même, j'allais chez elle assez souvent aux périodes libres. Et je me plaignais de tout et de rien. Donc, je me plaignais de mes parents, de mes amis, du bullying qu'il y avait, de mes parents qui me permettaient pas d'avoir Facebook, ou par exemple des trucs comme ça. Des trucs un peu ridicules en rétrospective, mais qui m'importaient beaucoup à ce moment-là. Et je lui parlais de ça. Elle m'a donné une définition aussi. J'ai parlé à mes parents à un certain moment qu'ils me traitent de gay, mes amis. Donc, ils m'ont dit, tu sais ce que ça veut dire gay? Et je leur ai dit non. Ils m'ont dit, ça veut dire c'est un homme qui est attiré par les hommes. Genre, ah d'accord. Donc, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que je suis une femme. C'est-à-dire que ils me traitent d'homme qui aime les hommes. Oui, d'accord. Donc, et là, ma défense en fait. Quand ils ont commencé à me traiter à nouveau de gay, c'était de leur définir le terme gay. Alors que eux, ils s'en foutaient carrément, en fait. Mais si ça voulait dire une efféminée femme ou un homme qui aime les hommes, ils voulaient juste m'insulter. Mm-hmm. Donc, c'est ça. C'est là que j'ai découvert la définition. Et peu à peu, j'ai remarqué que oui, c'est vrai, je suis plus attiré par les hommes physiquement. Et même émotionnellement, à un certain moment, quand j'ai eu mon premier crush, que les filles. Donc c'est ça, oui. Puis comment... Tu sais, dans le sens que ça prend beaucoup de courage pour le dire dans la situation dans laquelle tu étais. Puis tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup comment dire, ce véhicule-là qui ressort de... je suis un petit garçon, les autres garçons me traitent de gay, homosexuel, puis je vais tout faire pour leur prouver que c'est pas vrai, oui. Puis je vais mentir. Puis... Alors que toi, tu dis que t'en as parlé quand t'as commencé à avoir un crush, t'en as parlé à tes amis, t'es comme « Hey, je pense que je suis homosexuel ». Ça prend beaucoup de courage quand même. Toi, est-ce que t'as fait « Oui, j'assume qui je suis, puis c'est ça, puis tant pis pour les autres ». Non, pas tant, mais en fait, il faut dire que je le formulais différemment. Je leur disais, j'ai un crush sur cette personne-là. Je pense que j'ai des doutes sur mon identité sexuelle. Et heureusement que ces amis-là, que j'avais, c'était des amies filles, étaient très ouvertes aussi à cette idée-là. Parce que je prenais un risque, certes, oui, je prenais un gros risque, mais je le gardais très secret. Du moins, dans mon cercle d'amis, je le gardais secret. Parce que à la maison, c'était une toute autre chose. Même si je ne le disais pas explicitement, mes parents se doutaient qu'il y avait que j'avais des préférences différentes, disons. Mais c'est ça. Courage, oui, peut-être, mais je ne le voyais pas comme du courage, je le voyais comme un moyen de... Parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime beaucoup ventiler, qui a besoin des autres. Genre, j'aime pas beaucoup la solitude. Mm-hmm. Donc, je me dis, tant qu'à y être, je vais essayer de m'exposer. J'aime m'exposer, ce qui, des fois, peut être un défaut, être trop exposé au jugement des autres. Je vais m'exposer et je vais oser. Et donc, c'est comme ça que je suis sorti de ma bulle. J'ai dit à mes amis que oui, je pense que j'ai un crush sur lui. Et ça a continué avec un deuxième crush aussi au lycée. J'avais un autre cercle d'amis là-bas à ce moment-là. Et ça s'est passé peu à peu. Je me souviens, j'étais dans une période de sport. On faisait du basketball. Et j'ai dit à mes deux amis de classe, qui sont restés des amis pour tout le lycée, oui, je pense que je dois vous dire quelque chose. Je pense que j'ai des préférences pour les hommes. C'est ça. Donc, ça a demandé peut-être du courage, mais c'était pour moi un moyen de coping mechanism, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est ça, un moyen de me défouler, de me vider l'esprit, parce que ça me tracassait quand même. Avec la famille aussi, ça me tracassait.
Par exemple, à chaque fois, dès le moment où j'ai eu mon crush, je retournais des fois à la maison, je disais à mes parents, en étant très subtil bien sûr, en leur disant, si un de vos enfants, on est 3 dans la famille, 2 filles et un garçon, si un de vos enfants finissait par être homosexuel, qu'est-ce que vous feriez ? Et donc mes parents répondaient, et donc ils se doutaient évidemment qu'il y avait quelque chose j'allais pas poser la question, surtout que je la posais très souvent. Donc ils se sont doutés. Et en plus des fois, on avait un ordinateur commun à la famille, je n'avais pas de mon ordinateur personnel, et mon fond d'écran c'était Josh Hutcherson qui a joué Peeta dans The Hunger Games. Ah oui. J'avais un crush sur lui. Donc par exemple à un certain moment, un jour, mon père est rentré au bureau là où on avait l'ordinateur, mon écran il était torse nu en plus, Josh Hutcherson, c'était dans un film. Donc il a dit c'est qui a ce fond d'écran, et là j'ai pas osé, j'ai accouru sans parler, j'ai fermé ma session et on n'en a pas parlé donc ils se sont doutés évidemment, mais ça aurait quand même pu être une de tes sœurs là, non? Oui, sauf que quand il se déconnecte, il voit que c'est mon nom. Donc, ok, ouais, je comprends. Puis quand tu dis que tu posais souvent cette question-là, s'il y a un... Oui. Mais c'était quoi leur réponse? Qu'est-ce qu'ils te répondaient? Ma mère, elle disait qu'elle serait triste, qu'elle serait un peu affectée, mais qu'elle aimerait quand même son enfant, coûte que coûte, parce que c'est son enfant. Mon père, qui avait auparavant eu une discussion, je me souviens, je ne sais pas si c'est un bon souvenir ou bien si c'est un tour de cerveau, un jeu de mon cerveau, de ma mémoire qui me joue des tours. Mais mon père, à un certain moment, on discutait, on était avec mes grands-parents chez eux, et à un certain moment, il disait oui, je pense que l'homosexualité est une maladie. C'était avant que je lui pose la question, ça c'était avant, et on parlait de blessures, que l'anus n'est pas fait pour être pénétré, etc., et des trucs comme ça, et moi je pensais que j'avais commencé à avoir mes doutes parce que j'étais très troublé par la discussion, mais quand je lui ai posé la question, il avait déjà beaucoup évolué. Il était du genre, il m'a dit oui, alors c'est mon enfant plutôt, je lui ai pas dit que c'était son fils, c'est mon enfant, je l'aime comme il est, comme il ou elle est, et je l'accepte tel qu'il ou elle est. Je n'ai pas eu des enfants pour leur dicter quoi être, j'ai fait des enfants pour qu'il et elle soient ce qu'il et elle souhaitent être. Donc, mais plus tard, on va pas s'arrêter là parce que ce serait de rendre disservice à mes parents. Mes parents ont beaucoup évolué depuis. Ma mère travaille dans un commerce de détail, et des fois pour le mois de la fierté, elle brandit le pin LGBT, le drapeau LGBT, et ça a été difficile pour elle au début. Je me souviens, par exemple, des fois elle disait, même après mon coming out, ce serait bien un jour si tu m'introduis à une fille, si Radhi m'introduisait à une fille. Mais elle a évolué, et c'est même pas qu'elle a fait un deuil. En fait, peut-être qu'elle a fait un deuil, mais c'est à elle maintenant que je me confie quand j'ai des amours, des peines d'amour, des problèmes avec mon copain. Donc, c'est un 180 degrés qui sépare mon enfance, mes parents de mon enfance et les parents maintenant. Donc, ouais. Wow. Puis qu'est-ce que tu dirais qui les a fait le plus évoluer? Est-ce que c'est d'être en contact avec toi, poser des questions, s'intéresser à toi, voir ta réalité? Ou peut-être le fait de venir au Québec, est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait peut-être une plus grande ouverture aussi? C'était pas nécessairement le Québec parce que déjà, quand j'ai fait mon coming out officiel, disons, j'étais à l'hôpital. C'est mon médecin qui a fait mon coming out. Je lui ai demandé de faire mon coming out pour moi. C'est pas qui m'a dévoilé à tout le monde, mais je lui ai demandé, tu peux, s'il te plaît, j'ai pas la force, j'ai pas le courage de dire à mes parents en face que je suis gay. Donc c'est mon médecin qui leur a dit. À ce moment-là, ils avaient, comme j'aime le dire, d'autres chats à fouetter. J'étais à l'hôpital, j'étais en très mauvaise santé, ça n'allait pas bien du tout. C'était d'ailleurs un séjour de 1 mois que j'ai passé à l'hôpital. Donc, quand ils sont rentrés dans ma chambre, ils m'ont enlacé, ils m'ont dit on t'aime. Et déjà, ça a été un gros changement pour eux. Donc, en gros, comme une amie me l'a dit, genre, ils se sont rendus compte que vous préférez votre fils gay et vivant
ou qu'il vous mente et qu'il soit mort. Parce que c'était des problèmes de santé mentale que j'avais. Donc, j'étais beaucoup dans les questionnements sur ma vie, sur mon existence, est-ce que ça vaut la peine de vivre, etc. Donc, vous voulez un fils hétéro, mais qui se déteste et qui finit par mourir, ou qui se fait du mal, ou un fils gay en santé qui est heureux. Le psychiatre ne leur a pas dit comme ça, j'imagine, mais ils ont fait ce raisonnement par eux-mêmes et ils se sont dit oui. Dans tous les cas, ils étaient, par rapport à la société libanaise, traditionnelle chrétienne, et par rapport à mes oncles et mes tantes et mes grands-parents, mes parents, leur réponse à la question que je leur ai posée quand j'avais 14 ans, c'est une réponse très ouverte d'esprit. C'est relatif, bien sûr, pour quelqu'un, je ne veux pas généraliser, mais au Québec, par exemple, une réponse comme ça serait plutôt traitée de plutôt conservatrice, plutôt un peu réticente. Alors que pour moi, c'était déjà un waouh. J'étais étonné de leur réponse. Donc, est-ce que tu veux un peu me parler de c'est comment être homosexuel au Liban, dans le sens où, tu sais, j'ai de la difficulté à me situer. Est-ce que c'est quand même dangereux de s'affirmer tel quel? Est-ce qu'il y a beaucoup de violence? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Oui, quand même. C'est avant la crise économique, du moins, j'ai jamais vécu la vie gay au Liban parce que j'ai quitté à 17 ans. Mm-hmm. Et avant mes 18 ans même, je ne buvais pas d'alcool. Je n'ai jamais expérimenté, j'ai jamais été rebelle dans ce sens-là, où je fuguais en boîte avant mes 18 ans. Mm-hmm. Déjà, les boîtes de nuit, ça ne m'intéressait pas ça m'intéresse pas tant que ça, mais même aujourd'hui, j'y vais, j'ai du fun, mais bref. Mais de ce qu'on me raconte, c'est qu'il y a des drag queens libanaises et il y a des bars gays au Liban, des bars queer au Liban. Il y a même des influenceurs, des influenceuses et des comédiennes qui sont très mainstream plutôt, disons, et qui sont ouvertement gays, lesbiennes, queer, non-binaires, etc. Mais il y a toujours ce risque. Ma sœur a des amis, c'est un couple gay, ils vivent ensemble, parce que bizarrement, 2 hommes et 2 femmes ont le droit de cohabiter ensemble, mais un homme et une femme, s'ils ne sont pas mariés, c'est techniquement interdit de vivre ensemble au Liban. Ah ouais? Bon, il n'y a pas vraiment de... Ils vont pas aller cogner à ta porte à chaque fois, voir s'assurer s'il y a un homme et une femme et qu'ils ne sont pas mariés, mais c'est ça. Donc, si un couple gay veut emménager ensemble, c'est plus facile, disons, mais il faut se faire passer pour des colocs, disons. OK. Mais il y a une relativement belle scène gay au Liban. J'y suis allé récemment en mai-juin. Il y a 2 amis de mon école qui m'ont dit « Tu veux venir à un bar gay avec nous ?» Moi-même, j'avais peur. Et j'ai même eu un date au Liban l'année dernière. Sauf que c'est très risqué parce que récemment, il y a une milice ultra-chrétienne, parce que c'est celle que disons la confession que je connais, mais ça existe chez les musulmans, les druzes, etc. Ultra chrétienne qui se prétend les soldats de Dieu. OK. Et qui ont déjà tenté d'attaquer, d'infiltrer, même pas d'infiltrer, de défoncer une porte d'un bar gay et de je sais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Mais la police est venue à temps, à calmer à retirer cette milice, à pousser cette milice. Mais malgré ça, la police, elle n'a pas été du côté des personnes qui allaient au bar. Au contraire, elle est culpabilisée aussi dans un certain sens. Donc, il y a cette tension-là, une grosse tension. Il y a beaucoup d'homophobie. Au niveau valeurs et culture, il y a beaucoup d'homophobie. Mais ça n'empêche pas les personnes d'essayer de vivre. Parce que dire que, j'irais même aux extrêmes dans les pays ultra-conservateurs, dire qu'il n'y a pas de vie homosexuelle, de vie gay, de scène gay, ce serait se mentir un petit peu. Mm-hmm. Donc, mais ça va varier d'un pays à l'autre, de combien on est répressif dans un pays ou dans l'autre. Au Liban, il y a une scène, elle est relativement bien visible, mais c'est quand même très risqué, oui. Puis est-ce que
les personnes homosexuelles ont des droits ou ils en ont aucun, dans le sens, tu sais, si on pense à adopter un enfant, non, tu sais, c'est ça, il existe comme pas aux yeux de la société, en fait. Non. Le mariage... Déjà, le mariage civil n'existe pas au Liban. OK. C'est des mariages... Il existe, sauf que le mariage civil n'est pas... il y a beaucoup de freins, de réticence et même beaucoup de lobbying pour empêcher le mariage civil. Et par exemple, récemment, si par exemple j'ai une cousine qui est hispano-canadienne comme moi et qui voulait parrainer son mari, il s'était marié en mariage civil, elle n'a pas réussi à le parrainer parce que le mariage civil n'a pas été officiellement reconnu par un des ministères. Parce que le ministre n'avait pas envie de le reconnaître. Il avait un lobby, il était derrière le lobby mariage religieux. Mm-hmm. Donc, déjà parler de mariage civil, si le mariage civil n'est pas reconnu, disons, au Liban, je ne pense pas que le mariage gay serait vraiment toléré. Il ne l'est pas du tout. L'adoption, on oublie ça. Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de droit, ils n'ont pas vraiment de droit. Au contraire, s'ils sont arrêtés, on entend des histoires vraiment horribles d'interrogation, de traitement des personnes gays. Il y a des témoignages qui disent qu'une personne a été révélée, disons, gay, et qu'on l'a emprisonnée. Il y a la prison, déjà, il y a la prison maximum 3 ans, je pense, pour les personnes qui font des actes sexuels non naturels, d'après la loi. C'est d'après la loi. Et donc, si elles sont emprisonnées, il y a des témoignages qui disent que le garde crie. Donc, c'est des prisons communes, c'est pas des prisons chacun a sa cellule. Donc, le garde crie, lui, c'est un gay, c'est un PD en arabe. Et donc, il laisse, disons, cette personne la faible en pâture à tout un tas de prisonniers qui sont sans doute homophobes. Donc, qui vont le tabasser, qui vont l'insulter, l'humilier. Donc, oui, si tu te fais attraper, oui, c'est très difficile d'en sortir. Mais, quand même, comme j'ai dit, il y a toujours une scène gay. Il y a des raids, des fois, de police dans les bars, mais c'est pas tout le temps. C'est pas systématique. Il y a une certaine... Donc, c'est ça. Donc, c'est une tension, disons, qui existe. Oui. Mm-hmm. Ouais. Puis là, toi, t'évolues dans ce milieu-là. Oui. Mettons, pour revenir à ton adolescence, oui. Est-ce que... Tu sais, t'as eu des crushs, mais est-ce qu'il s'est passé des choses quand t'étais là-bas ou... J'ai embrassé personne. J'ai couché avec personne. Ma première relation sexuelle était ici, à 19 ans, au Québec, à Montréal. Mais j'ai déjà avoué par l'intermédiaire d'une amie, à nouveau, j'ai jamais eu le courage de le dire en face à ce crush-là, mon premier crush, mais je l'ai révélé à cet ami-là et il a continué à me traiter relativement normalement. Donc, on est restés camarades. Il ne m'a pas dénoncé, entre guillemets. Il ne m'a pas humilié, il ne m'a pas dévoilé devant tout le monde. Il a gardé le secret parce que mon ami lui avait dit, s'il te plaît, garde ça secret. Et on est restés en bons termes. Oui. Donc, mais c'est passé quelque chose, non, pas vraiment. Mais j'ai fait mon coming out sur les réseaux sociaux à 17 ans. Donc, il me restait 1 an au lycée. J'ai reçu des réponses positives. Bien sûr, il y a des gens qui ont marmonné dans mon dos. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a envoyé un screenshot. On avait des groupes de classe. Et donc, un screenshot d'une discussion de groupe de classe dans lequel un gars qui ne me connaissait pas du tout, mais genre, on s'était parlé peut-être 2 fois, bonjour, et qui a envoyé what the fuck à mon post. Donc, qui l'a envoyé au groupe what the fuck. Et donc là, mon ami qui était dans le groupe de classe l'a engueulé en lui disant, écoute, ça ne te regarde pas, ça ne te plaît pas, ne sois pas gay, des trucs comme ça. Donc, ça s'est bien passé finalement pour moi. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens. Puis au moment où tu t'es affiché sur les réseaux sociaux, comment tes parents ont vécu ça? Est-ce qu'ils étaient au courant? Oui. Ils m'ont dit... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont dit, mais je pense qu'ils
qu'il avait un peu peur, j'imagine, pour moi, parce que lui, l'environnement... Et c'est maintenant que je me réalise qu'ils avaient sans doute très peur, mais ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont soutenu, ils m'ont encouragé. Donc, ouais, il n'y a pas eu de réprimande, disons. Non. Puis, arrivé ici, est-ce que tu veux nous parler un peu qu'est-ce que ça a changé pour toi d'arriver ici, là? Est-ce que soudainement tu te sentais plus libre, plus... D'une certaine manière, oui, parce que je sentais que je pouvais être qui je suis beaucoup plus ouvertement, même si j'étais relativement ouvertement gay au Liban, dans le sens que dans mes cercles, je pouvais m'afficher. En dehors, pas vraiment, bien sûr. Ici, je me disais, oui, pourquoi pas. Je sors en date avec si je sors en date avec un homme, personne... Bon, il y a des guet-apens toujours, pas quelquefois. Il y a des insultes, il y a des commentaires, mais il n'y a rien de très grave, je dirais. Le guet-apens, c'est grave, mais genre, c'est occasionnel, disons. Mm-hmm. En 2017, c'était un peu occasionnel, pardon. C'est là que, par exemple, dès mon 3e, 4e mois à Montréal, je me suis dit, je vais installer les applis de rencontre. OK. Parce que j'ai le droit maintenant. Déjà, j'étais devenu majeur, et j'aime pas trop enfreindre les règles à ce niveau-là. Et je veux voir qu'est-ce qu'il y a. Et déjà, j'étais quelqu'un de très enthousiaste à avoir une vraie relation avec un homme. Je voulais découvrir l'amour. Mes parents sont un grand exemple d'amour pour moi. Cette année, ça va faire 33 ans qu'ils sont ensemble. Qui se sont mariés plutôt, pas qu'ils sont ensemble. Qui se sont mariés. Donc, j'ai vécu un amour idéal. Et en conséquence, j'ai une version un peu idéalisée de l'amour, ce qui peut me freiner un petit peu. Mais je voulais expérimenter un amour. J'avais beaucoup d'amour à donner. Je voulais l'expérimenter avec un homme. Ça n'a pas été très réussi, mais quand même, j'ai installé les sites de rencontres, et j'ai commencé à swipe ou à scroll ou à parler ou à taper, ce qu'on fait dans les applis de rencontres. Et oui, je me sentais un peu plus en confiance, disons. Bien que j'avais encore beaucoup de problèmes de santé mentale, que j'étais beaucoup insécure, j'avais très peur. Pas par rapport à ma sexualité, mais par rapport au futur, ce qui me réserve, à mes choix académiques, à mes choix professionnels, etc. À comment je vis mes émotions, tout ça, ça me faisait peur aussi, oui. Puis, à travers tout ça, est-ce que la première personne avec qui tu as eu ta première relation sexuelle, est-ce que tu l'as rencontrée aussi par l'entremise des réseaux sociaux? Pas réseaux sociaux, mais à la plateforme l'appli de rencontre. Maintenant, il y a Facebook Rencontre. Là, oui, c'est ça, oui. Ouais. Mais est-ce que tu veux me parler un peu de comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Puis, veux pas, c'est quand même marquant, une première relation sexuelle. Après tout ce que tu as vécu, comment ça s'est passé? Je l'ai rencontré sur Grindr, typiquement pour les hommes gays, mais aussi pour les personnes trans. Donc, c'est de plus en plus diversifié, disons. Mais oui, je l'ai rencontré, on s'est parlé. Il y avait quand même 10 ans de différence. J'avais 19 ans, il avait 29 ans. Mais c'était un peu alarmant pour mes parents et même pour sa famille. Parce qu'à la base, on s'était dit, on veut une date. On ne veut pas coucher ensemble juste pour coucher ensemble. On aimerait explorer une relation. J'étais naïf. C'est vrai que 19-29, c'est très problématique. Pour moi-même, à 25 ans, je ne me verrais pas sortir avec quelqu'un de 19 ans. Donc. Mais c'est des choix. Ça dépend aussi de la maturité, du type de la relation. Bref, je ne suis pas en train de juger cette personne. C'est juste que ça pouvait poser problème. Mm-hmm. On est sorti au Saint-Toublon de Lacombe, qui a fermé maintenant, sur Lacombe ou Gatineau, donc près de Côte-des-Neiges. Et je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième date. La première date, c'était à Saint-Toublon. Et la deuxième... À la deuxième, ou à la première, on est rentré chez lui. Et on a regardé un film. J'ai même pris mon lecteur DVD de chez moi. Je suis allé chez moi, j'ai pris mon lecteur DVD et je l'ai branché dans sa télévision. Et j'ai pris un DVD de chez moi. Et on a regardé. Et pendant qu'on le regardait, on s'est rapprochés, on s'est embrassés. Et c'était, je pense, la première fois que j'embrassais quelqu'un, un homme.
Est-ce qu'il savait? Est-ce que tu lui as Je ne dit? sais plus. Ça, je ne me souviens plus. Je pense que je lui ai dit que c'était ma première relation sexuelle. Mais embrasser quelqu'un, je ne sais pas. Et ce qui arrivait est arrivé. Bon, j'étais pas du tout expérimenté. C'était un peu bizarre. Pas très réussi, je dirais. Du moins, de ce que j'en garde comme émotion. Au moment même, c'était peut-être pour moi quelque chose de très beau. Peut-être pas très beau, mais quelque chose de intéressant. Mais après avoir expérimenté avec d'autres personnes, avec d'autres, de différentes façons, c'était basique. C'est normal, c'était ma première relation, je ne savais pas comment aborder la chose. Il y avait aussi des préparations que je n'avais pas faites quant à ça. Donc, mais ça s'est bien passé dans le sens que on a fini tous les deux avec un orgasme, disons, plus ou moins. Et C'est quand même déjà bien pour une première relation. C'est ça. Mais je me souviens qu'après ça, tout de suite après mon orgasme, disons, je me sentis dégoûté. Ah ouais? Et c'est resté un peu pendant plusieurs années, ce dégoût. Plusieurs années? Oui. C'est OK quand même. Non, pas ce dégoût constant, mais c'est après que je me masturbe. En repassant. Non, après que je me masturbe, après que j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un, je me sentais dégueulasse. J'avais ce sentiment de dégoût. Mais en tant que telle, la relation sexuelle était correcte. On s'est revus quelques fois. Et en rétrospective, à nouveau, je remarque que, et je suis vraiment navré de le dire, I played him a little, je me sens coupable de le dire, mais c'est ça. J'étais très bizarre au niveau des relations. Je ne prétends pas, je ne veux pas trouver d'excuses. Je sais que c'est très mauvais de jouer avec les émotions de quelqu'un ou bien de ghoster quelqu'un ou quelque chose, ou des trucs de ce genre. Mais c'est ce qui s'est passé. Je me sens mal par rapport à ça. Mais oui, c'est ça. On s'est vu plusieurs fois, on a couché 2, 3, 4 fois ensemble. Mais il n'y a pas eu de suite. OK. Puis, comment te naviguer à travers le dégoût là, que tu dis que tu ressentais à travers ta sexualité, Ouais. en fait, parce que c'est quand même majeur, là. Ça a dû être assez bouleversant pour toi. C'est très désagréable. Le truc, c'est que le dégoût ne m'empêchait pas de me sentir attiré ou de sentir l'envie d'avoir un rapport sexuel ou de voir de la pornographie ou bien de me sentir que je veux me masturber ou quelque chose du genre. Mais tout de suite après, c'était genre, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, ça venait surtout plutôt quand je me masturbais parce que et je remarque, à l'adolescence, je regardais déjà de la pornographie gay. La pornographie que je regardais à l'adolescence était beaucoup plus extrême, dans le sens que il y a BDSM et des trucs comme ça, que celle que je regarde en ce moment, par exemple. T'explorais, mettons. J'explorais beaucoup, et c'était une exploration assez extrême, comme je veux dire, donc c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, quand je finissais de regarder la porn, que je me mettais masturbé, que j'éjaculais, déjà j'avais un dégoût du liquide qui était sur moi, j'avais un dégoût de ce que j'avais vu, et je me disais, de façon très explicite, je vais le dire, c'est un homme qui met son pénis dans l'anus d'un autre homme. C'est dégoûtant, ça. Genre, c'est pas un organe typiquement sexuel, il y a de la merde qui sort de l'anus d'habitude. Il y a des déchets qui sortent de l'anus d'habitude, de façon naturelle, disons. L'anus est fait pour se débarrasser des déchets. Et là, on essaie de faire un acte sexuel avec ça. C'était pas un raisonnement très conscient que j'avais, mais c'était un peu ça que je sentais. Et j'étais très mal à l'aise. Comment j'ai navigué à travers ça? C'est que déjà, j'étais suivi par plusieurs infirmières, et après une ergothérapeute, et après des psychologues aussi, un psychiatre aussi, une psychiatre maintenant. Mais oui, j'ai essayé de travailler sur moi. J'ai remarqué que je n'aime
pas vraiment la sexualité, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'intéresse pas. Ça veut dire que si je remarque si physiquement, c'est une personne très très belle et très très attirante, mais que je découvre que cette personne-là a une valeur différente de la mienne, même si c'est juste pour coucher ensemble, j'ai sens une réticence et après avoir couché avec elle, je sens qu'est-ce que j'ai fait. Mais au fur et à mesure des relations sexuelles que j'ai eues, j'ai appris à déjouer un peu ce sentiment. Et même, maintenant, pour être très honnête, avec mon copain, ça se passe très très bien. Je n'ai plus ce sentiment-là. J'ai appris à... Parce que déjà, j'ai découvert des façons une sexualité qui... J'ai appris plutôt que la sexualité, même si consciemment je le savais, mais je l'ai appris d'une façon plutôt inconsciente, la sexualité, c'était pas juste pour avoir des enfants, c'était pour le plaisir aussi, c'était pour lier deux corps qui s'aiment, deux êtres qui s'aiment, deux personnes qui s'aiment. Quand il s'agit d'une relation, on peut coucher aussi avec deux personnes qui nous attirent, mais deux personnes qui ont un intérêt l'une envers l'autre, et que... Oui, c'est une belle chose. Oui, c'est très beau. Oui. Puis, je veux revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, oui. Comme la pénétration anale, oui. qui est comme que ça devrait pas être ça. Oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu savais que ça se faisait autant dans les couples, tu sais, non, dans les couples hétéros, puis que, tu sais, dans le sens que un homme et une femme peuvent pratiquer ça aussi, puis que ça apporte du plaisir, puis que veut pas, il y a la prostate qui crée du plaisir, donc c'est un peu fait pour ça aussi, tu sais, dans le sens... Ouais. Est-ce que tu avais ces réflexions-là ou tu réfléchissais pas à ça à ce moment-là? Alors, déjà, quand je pensais à pénétration dans un couple pénétration anale, je ne pensais pas à la pénétration anale, par exemple, ce qu'on appelle le pegging, qui veut dire que la femme, avec un jouet ou son doigt ou whatever, pénètre l'homme. Dans ma tête, la pénétration anale, dans les couples hétéros, c'était l'homme qui avait... Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé pour les personnes, les one-man show et les one-woman show, que c'est un peu tabou et c'est en même temps drôle de parler que, oui, moi, personne ne peut approcher de mon anus. Les hommes Okay. Comiques, les hommes comédiens, c'était très ça dans le passé. Il y a de plus en plus de personnes, disons, qui sont plus ouvertes à cette idée. Mais c'est ça, dans mon imaginaire, l'homme hétéro ne fait que pénétrer. Et que l'homme homo, l'homme gay, il choisit, il est top ou bottom ou verse, ou side ou whatever. Mais c'était juste propre à l'homme gay d'avoir l'option de se faire pénétrer, de recevoir la pénétration anale. Et donc je me disais, pour retourner au couple hétéro, je me disais, si c'est juste la femme c'est juste l'homme qui peut pénétrer de la femme, pénétration anale, genre, pourquoi il ne fait pas simplement une pénétration vaginale, par exemple, genre, une pénétration pénis-vagin, parce que ça, déjà, ça procure peut-être plus de plaisir à la femme, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de l'anatomie féminine et du plaisir féminin, mais peut-être que ça procure plus de plaisir, sûrement, j'imagine. Il n'y a pas la prostate. Non, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment pas toutes les femmes qui peuvent avoir des orgasmes de cette façon-là, mais il y en a qui peuvent, il y en a qui en ont. C'est sûr, c'est c'est jamais une règle universelle, mais oui, donc je me disais, du moins c'était ça ma logique, que pénétration vaginale, d'accord. La pénétration anale, à quoi elle sert chez un couple hétéro. Donc, c'est comme ça que je réfléchissais. Ouais. Je comprends. Puis là, tu dis qu'aujourd'hui, c'est différent, mais c'est quand même une grosse réalisation quand même de dire, OK, moi, faut que j'ai des sentiments d'impliquer, sinon, à quoi ça sert? Puis si j'ai pas tant de plaisir que ça, c'est quand même gros, tu sais, de réaliser ça. Mais à nouveau, c'est pas seulement des sentiments genre émotionnels, des sentiments du type genre je t'aime. Okay. Des sentiments dans le sens, je me suis corrigé après, c'est l'intérêt. Donc c'est un intérêt physique
oui, je te trouve très beau et que j'ai envie d'explorer un peu une forme de relation corporelle avec toi, parce que j'ai fait beaucoup de hookups. Et il y a beaucoup de hookups qui sont très bien terminés finalement, qui ne sont pas terminés en sentiment de dégoût finalement. Donc, ça a été un processus, mais oui, je me dis, si je sens rien, si je ne trouve pas la personne attirante, que je ne la trouve pas intéressante, disons, psychologiquement, relationnellement, socialement. Ah, ben là, c'est sûr que, mais ça, je pense que c'est n'importe qui. Certes, sauf que, c'est vrai, mais moi, je pense que ce qui diffère, c'est que si je trouve un petit truc qui me dérange, ça me turn off automatiquement, même si le physique est... Je n'arrive pas à mettre de côté vraiment la personnalité. Tant que... si la personne ne me parle rien de sa personnalité, que je vois juste la personne en tant que telle, et que, par exemple, dans les applis de rencontre, je ne vais pas aller lui parler de ses avis politiques, de ses valeurs, de couple, etc. Si j'ai juste envie de ça et je vois une belle personne, so be it, ainsi soit-il. Mais si c'est une personne, par exemple, que je connais, que je trouve très belle, mais que je trouve insupportable, personne ne pourra me convaincre d'aller avoir une relation avec elle, même si c'est la plus belle personne du monde, physiquement. Mais ça, c'est sûr. Oui. Je suis à 100% avec toi. Puis, il y a aussi cet aspect-là de quand quelqu'un est beau mais désagréable, il devient moins beau aussi. Là. Il y a quand même cet aspect-là qui est... Mais absolument, je comprends 100%. Puis, est-ce que tu veux me parler un peu de la relation que tu as en ce moment avec ton chum? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Pas tant. C'est ma première relation amoureuse réelle, disons. OK. Dans le sens que... j'en retiens 3. Une a duré 1 semaine, disons. Et c'était même pas une relation, c'était un début de relation. On s'est rendu compte que vaut mieux être amis. Vaut mieux rester amis et juste se parler parce qu'on avait des avis divergents quant à notre perception du couple ou bien notre dynamique de couple. La deuxième, c'était beaucoup plus douloureux. C'était 2023-2024, donc automne 2023 jusqu'à hiver 2024. C'était avec une personne qui était elle-même en couple ouvert. OK. Elle était elle-même en couple ouvert. Donc, moi, j'étais plutôt l'ami avec qui la personne avait des relations sexuelles. Sauf que moi, j'étais follement amoureuse de cette personne. Mais genre, à fond. Mm-hmm. Et donc, ça a créé un gros débalancement. À la fin, cette personne m'a ghosté. Oh non. Oui. Ça m'a fait plonger dans un état d'âme vraiment très sombre. J'ai dû être hospitalisé à 2 reprises en 2024. C'était pas la seule raison, mais c'était un grand facteur. Le fait que je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'était passé, que je voulais garder un ami, mais que cet ami, ça veut dire comme s'il y avait pas possibilité de closure, de fermer la relation de façon saine, parce que d'une certaine manière, je sentais que c'était une relation. Ça ne l'était pas du tout pour lui, mais je voulais savoir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il arrête de me parler. Donc, c'était plusieurs réflexions qui m'ont mené à ça. Mais avec mon copain actuel, mon chum actuel, déjà, on s'est rencontrés en premier sur le Discord, un réseau, un channel Discord, LGBTQ de l'Université de Montréal, de mon université. À ce moment-là, il était déjà en fréquentation avec quelqu'un, mais je le trouvais de son image, je le trouvais déjà très beau. Donc, et là, à ce moment-là, j'étais déjà la personne, ma relation précédente entre guillemets, m'avait déjà ghosté, et je me sentais déjà très mal. Et je me souviens, des fois, j'envoyais des messages, j'envoyais des photos de moi sur ce channel. Genre, j'avais acheté une jupe, disons, je l'avais essayé, elle m'avait plu, je l'avais essayé. Je me suis pris une photo avec cette jupe-là. Et quand j'ai vu que mon chum actuel avait aimé la photo, j'étais troublé, disons. Fast forward to fin juin, je suis sur Tinder. Et je suis en train de voir les différents profils qui défilent. Et je tombe sur lui. Je tombe sur lui. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je tombe sur lui et... il m'intéresse. Bon, il y a des trucs qui lâchent un petit peu ne me correspondent pas à 100% dans mon
dans ma recherche de chum. Mais je me dis, c'est quelqu'un que je connais, entre guillemets, je connais certaines occupations qu'il a, je connais certains amis, je suis ami avec des personnes en commun. Je vais le liker, le swipe right. C'est quoi qui correspondait moins? C'était en fait la dynamique de relation la même que j'avais eue avec la première relation. Dans ses recherches, il cherchait plutôt une relation... il était en exploration, disons. Okay. Et moi, ça m'a un peu alarmé parce que dans ma tête, à ce moment-là, je voulais une relation purement exclusive. Donc, mais j'ai quand même swipe right parce que je me dis... parce que c'était mis... je me souviens sur Tinder, c'était mis polyamour en questionnement. Je me suis dit, en questionnement, ça veut dire qu'il est ouvert à quelque chose. Peut-être que je peux... Et c'est une des grosses erreurs que j'ai fait. Ça c'est tombé. C'est bien tombé finalement. Que je me dis, peut-être qu'on peut en discuter. Si en questionnement. Bon, on a matché. Et je me souviens très bien de la première discussion qu'on a eue. Cette discussion, je l'ai eue. J'étais dans un parc. C'était en plein été, le 1er ou 3 juillet. On était à un parc à Longueuil. Le parc où il y a les fans ou les brebis ou les biches. Je sais pas, je connais pas. Oui, les cerfs de Virginie il y a eu toute une polémique autour d'elle. Oui. On a vu des cerfs, on a vu des lucioles, et je lui commençais à lui parler. Et comme je connaissais certains trucs certains aspects de sa vie, genre, qui faisait un doc, qu'il était dans ce programme-là, etc., je lançais des petits cues en lui disant oui, je sais que tu es là. Et dans ce programme-là, on s'est déjà parlé un petit peu sur le Discord de l'alternative, etc. Donc, et ça a cliqué. On a migré vers Discord puisqu'on s'est dit on s'est rencontrés sur Discord, on parle sur Discord. Et c'était une première date. C'était le 14 juillet, la première date. C'était pas dans le parc? Non, en fait, je chattais avec lui dans le parc. J'étais avec ma famille à ce moment-là. Ok, je comprends. Et donc, c'était une première date le 14 juillet. Et quelques jours avant, il me dit écoute, je dois te dire, je suis en train d'explorer le polyamour. Je suis en fréquentation ou en couple. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais avec une autre personne. J'aimerais voir si ça te convient. Parce qu'on s'était dit, à la base, c'était une date. La réponse que je lui ai dit, c'était non, pas vraiment. Désolé, c'est pas mon type ma dynamique de relation. Il m'a dit, donc si tu veux annuler la date, je comprends très bien. Et et je suis content d'avoir fait ce choix. Je me suis dit non, je vais aller. Et je me suis dit, ça ferait un ami. Ça ferait un très bon ami parce que il a l'air très sympathique. Et le 14 juillet, on s'est retrouvés à Berry-UQAM. Dis-moi quand tu as trop de détails. On s'est retrouvés à Berry-UQAM et on a marché vers le parc La Fontaine. On s'est assis, on a discuté. Et j'étais encore fragile, pas fragile, mais j'ai encore en rétablissement de mes hospitalisations. Donc, d'une certaine manière, il a réussi il m'a permis plutôt d'être vulnérable. Peut-être plus vulnérable, et je sentais qu'il était sincère. Donc on a discuté de nos projets, de notre passé, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu dans cette année, etc. Parce qu'il lui aussi il avait vécu certaines choses. On allait prendre une crème glacée près du parc La Fontaine. On est retourné, c'était au moment de Montréal en cirque. Okay. On est allé souper dans un restaurant, on est sorti, c'était encore sur la rue Saint-Denis. Il y avait des shows de cirque. On a assisté à ces spectacles. Puis après, il m'a dit, tu sais, il y a un autre spectacle de cirque sur la place Ville-Marie, l'Anneau, à l'Anneau. On y allait à pied de Saint-Denis-Berry-UQAM jusqu'à là-bas. On a vu le spectacle et je me souviens, on s'est retrouvés à 14h, 14h30. On s'est séparés à 22h30. C'est une longue première date. C'était une longue première date et je me suis dit, Radi, tu ne dois pas tomber amoureux parce que tu sors d'une dynamique de relation qui ne te convient pas. Tu ne peux pas rentrer dans une autre dynamique et te dire oui, ça va aller. Mm-hmm. Parce que tu sais ce qui ne va pas. J'ai pris des risques quand même. Parce que avant de se séparer, on s'est dit, on a parlé de vélo parce qu'il aime beaucoup faire du vélo en ville. Je lui ai dit, tu sais, moi, depuis que j'ai quitté le Liban, je n'ai pas fait de vélo. Il m'a dit, bon, allez, semaine prochaine, on fait du vélo au circuit Gilles Villeneuve. Mais avant ça, le vendredi, on s'est vu pour du karaoké. On s'est vu très souvent les premières fois. Et au bout de la deuxième date, je me suis dit, non, c'est bon. Moi, je me dis,
je vais essayer d'explorer quelque chose, je vais tenter quelque chose. Il m'a raccompagné carrément vers mon quai de métro à Berry-UQAM. Moi, j'habite à Longueuil. Il m'y a accompagné et je lui ai tenu la main. Et j'ai remarqué que lui aussi il m'a repris la main, donc. Et j'ai senti un moment, donc, je me suis dit, en même temps, aïe, parce que je m'engage dans quelque chose que je sais, c'est quoi le outcome, mais je vais tenter, je vais voir. Si je sens que je vais parler déjà, j'avais une ergothérapeute et une psychiatre, et j'avais même un psychologue à ce moment-là, oui. Donc je me dis, je vais leur parler, je vais leur dire qu'est-ce que je ressens, comment j'aimerais opérer, et qui me conseille. Me dire, peut-être qu'aucun de deux me dire, tu as arrêté la relation, mais ils peuvent me citer des freins, des red flags, disons. Mm-hmm. Et ce qui s'est avéré, c'est qu'à un certain moment, j'ai appris qu'il ne savait pas nager. Il y a une piscine dans mon immeuble, j'habite chez mes parents. C'est pas moi qui ai la piscine. Et donc, je lui ai dit, viens nager. Et donc, à ce moment-là, on s'est embrassés. Et quelques jours après, on est retourné chez moi pour nager. Il m'a dit, tu sais, j'ai rompu avec cette personne-là. J'aimerais me concentrer sur toi. Et c'était au moment où j'allais lui dire, tu sais, si tu veux explorer le polyamour, vas-y. Mais moi, je ne vais pas faire en sorte, c'est ce que je voulais lui dire, je ne vais pas faire en sorte d'activement aller chercher un copain où je me dis, si je tombe amoureux de quelqu'un d'autre, ça va aller. Sinon, toi, fais tes affaires, moi, je suis avec toi. T'aurais-tu été capable d'être bien là-dedans? Non, c'est ça. Non. Ça, c'est l'erreur qui vient souvent avec le polyamour, là, qu'il y a une personne qui va rentrer là-dedans, même si elle n'est pas bien, juste pour pas perdre l'autre personne. C'est sûr. Donc... Mais attends, petite question pour toi. Oui. Quand toi, tu t'es dit, ça me convient pas, avant la première date, ça me convient pas, au pire, je me ferai un ami. Est-ce que tu lui as dit ça à lui? Oui, j'aimerais faire ta connaissance, j'aimerais être ton ami. Mais quand même, dès que vous vous êtes vus, il y avait cette affaire-là. Oui. En fait, récemment, je lui ai dit, tu sais, la première fois, je lui ai demandé, tu sais, quand est-ce que je me suis rendu compte que ça allait être difficile de te lâcher? Il m'a dit quand? Je lui ai dit à la première date. Déjà, on était dans le parc La Fontaine. La première date, quand on discutait, je me sentais très très bien, très à l'aise. Je me suis dit, il y a quelque chose, je ne veux pas m'attacher. Et après, on a parlé de nos anniversaires. Je lui ai dit, je suis né le 31 août. Il m'a dit, c'est proche, c'est bientôt. Et je lui ai dit, toi, tu es né quand? Il m'a dit, je suis né en avril. Et ma sœur, la cadette, est née le 23 avril. Et il m'a dit, je suis né en avril. Je lui ai dit quand? Il m'a dit fin avril. J'étais genre, oh God. Non, je veux pas. S'il me dit 23 avril, c'est sûr que je vais pas pouvoir m'en sortir. Je sais pas, c'est pas que je crois en ces signes, c'est juste que je me suis dit, it's too big of a coincidence pour que ce soit quelque chose qui marche pas, bref. Et il m'a dit, je lui ai dit quand? Il m'a dit le 23 avril. Ok. Je lui ai dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je m'embarque dans quelque chose de bizarre. Donc, c'est ça. Mais à la base, non. Moi, quand je les rencontre, la première fois que je l'ai vu, déjà, je lui avais dit aussi, comme je l'appelle, mon pseudo-ex de l'année 2003-2004, parce que c'était pas vraiment une relation fully committed, il était plus petit que moi, il était blond, il avait des cheveux, et il était très militant. Bon, ça c'est autre chose, mais il avait des traits assez différents de mon copain actuel. Donc quand j'ai vu mon copain maintenant, à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça va aller. Il est grand, il est plus grand que moi, il est chauve, il a une barbe, mais une barbe assez plus soutenue que celle de mon pseudo-ex. Donc je me suis dit, ça va aller, ça va aller, je vais être juste un ami, il n'est pas mon type. Ouais. Et ça fait 7 mois plus tard et je suis comblé en ce moment. Puis comment ça se passe? C'est quand même une longue relation, 7 mois c'est un peu ta première vraie relation. Oui. Ça se passe bien, très bien même. On communique. On discute aussi de la dynamique de la relation parce que c'est pas qu'il veut pas, pour l'instant, c'est ce qu'il m'a dit, il veut pas explorer le polyamour, mais il veut explorer d'autres dynamiques. Et pour être très honnête avec toi, il voulait déjà explorer le couple ouvert. Okay. Et moi, et je me rends compte maintenant,
beaucoup d'exploration et beaucoup de discussions que j'ai eues avec lui, que c'est pas que je suis opposé au couple ouvert, c'est que déjà j'ai des insécurités qui me poussent à penser que si on ouvre le couple, l'autre personne va me quitter, va trouver un amour quelque part d'autre, elle va me quitter. Deuxième chose, j'ai c'est pas un trauma, mais c'est une mauvaise expérience avec quelqu'un qui était en couple ouvert. Et je suis en moi de cette personne. Donc pour moi, le couple ouvert, c'est synonyme de mauvaise nouvelle. C'était synonyme de mauvaise nouvelle. Troisième chose, j'ai grandi dans une mentalité où c'était juste un homme, une femme déjà. Un homme et une femme. Il n'y avait même pas un homme et un homme ou une femme et une femme. Et c'était pour la vie. C'était genre, on reste ensemble, coûte que coûte. On ne va pas voir ailleurs. Même pour des besoins physiques. Et j'ai fait beaucoup de travail de réflexion. Et ça m'angoissait toujours. Et ça m'angoisse, ça me stresse un petit peu parce que j'ai ces insécurités-là. Mais la chose qui m'a allégé un peu mon stress, c'est qu'on a un ami commun. Et que cet ami commun, à un certain moment, je le trouve très beau, moi. Déjà, je le trouve très beau. On le trouve tous les deux très beau. Et que c'est surtout un ami de lui, mais je l'ai connu, donc je l'ai fait à sa connaissance. Et à un certain moment, j'ai senti qu'il... En fait, c'est pas que j'ai senti, c'est qu'il m'a fait un compliment qui m'a fait un peu... Soon. Il m'a fait un clin d'œil. Il m'a fait un compliment, puis il m'a fait un clin d'œil. J'étais genre, d'accord. Donc, j'ai compris à ce moment-là ce que ressentait mon chum quand il voyait des belles personnes. Et je me suis dit, d'accord, ça ne veut pas dire que je vais quitter mon chum. Ça veut dire que j'ai juste envie de voir à quoi ressemblerait une relation sexuelle avec cette personne-là. Et on a établi aussi, dans tous les cas, peu à peu, on a établi des lignes directrices du couple en général, quand on ouvre le couple, qu'on se concentre sur l'amour, que si des sentiments à un certain moment sortent, se dégagent, ou bien qu'on sent qu'il y a une attirance qui est plus physique que physique, on en parle avec l'autre. Donc je parle avec mon chum, il me parle avec moi. Et d'une certaine manière, on essaie de se distancier de la troisième personne. On reste amis peut-être, mais on arrête de coucher avec elle, d'avoir des dates avec elle, etc. On a établi toute une liste de règles, des personnes avec qui on peut coucher, des personnes avec qui on ne peut pas coucher. Et ça se passe bien. Genre, pour l'instant, aucun de nous n'a encore exploré cet horizon, disons. On est en voie de l'explorer. Mais je fais de plus en plus la paix avec ce truc-là. Donc, et je remarque que ça me permet de plus en plus d'aimer encore plus mon copain. Certes, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça me permet de l'aimer plus parce que il me choisit en ce moment. Je suis sûr, et il n'est pas que je dis ça, je suis sûr qu'il aurait plusieurs prétendants parce qu'il est très beau, très intelligent et très populaire. Genre, il est très sociable, il aime beaucoup entretenir des relations amicales avec d'autres personnes. Donc, il aime se rapprocher des gens qu'il aime. Donc, il me choisit, je le choisis. Alors, tant que la relation dure, pourquoi pas? Hey, c'est tellement intéressant tout ça, là, parce que c'est un gros changement pour toi quand même. Là. Ouais. Mais, OK, attends un petit peu, il y a plein de choses à dire. Mais, tu sais, de un, il t'a déjà choisi. Oui. Tu sais, il y a déjà... Tu sais, puis c'est souvent ça que je trouve drôle dans les gens qui sont comme non, mais moi, je pourrais pas du tout être en couple ouvert parce que l'autre personne pourrait partir avec quelqu'un d'autre. Je suis comme, moi, mais c'est pas parce que ton couple est fermé qu'il pourra pas partir avec quelqu'un d'autre. Tu sais, dans le sens que ça c'est une fausse sécurité, je pense, d'être une impression de contrôle quand il y en a pas de contrôle. Fait que c'est première des choses. Mais après ça, je veux vraiment pas dire que c'est fait pour tout le monde. Oui, non, Mais, fait que là, en ce moment... Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant, par contre, sur l'idée de pas pouvoir... Que ce soit comme plus sexuel qu'émotionnel, de pas pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Ça, je trouve que c'est quand même gros, parce que si tu te mets à avoir des sentiments pour quelqu'un, qu'est-ce qui vous empêcherait d'aimer plus qu'une personne? Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire... Parce que c'est pas parce que t'aimes quelqu'un d'autre puis tu bâtis quelque chose avec quelqu'un d'autre que ce que tu bâtis avec ton chum a moins de valeur ou ça s'ébranle. Ouais. Alors, on n'a pas dit que ça nous empêcherait. On s'est dit dans tous les... Parce que nos visions, disons, de l'amour, et déjà, quand il m'a dit qu'il avait lâché son chum, qu'il avait laissé son chum, il m'avait dit...
deux relations en même temps, c'est trop. OK. Pas dans le sens que je les aime, je ne vous aime pas tous les deux, c'est juste que c'est disons, une charge de travail. Mhm. Et pour moi aussi, moi je ne veux pas que ma vie relationnelle soit chargée, trop chargée. Je comprends. Déjà. Deuxième chose, on s'est pas dit que... Et on s'est rendu compte que, certes, on peut aimer quelqu'un d'autre, mais ce qu'on a établi, c'est que si on tombe amoureux de quelqu'un d'autre et qu'on décide d'entretenir cette relation avec quelqu'un d'autre, c'est que... Et c'est une vision des choses, c'est pas une vision des choses, et ça peut, on peut penser que ça contredit aussi l'idée de couple ouvert et tout ça, mais déjà, avec mon cours d'études de genre, je remarque que j'étudie que déjà la vie, la dynamique queer en tant que telle est contradictoire. À certains niveaux, c'est pas que être queer c'est contradictoire avec la société en général, mais bref. Mais que si on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose dans la relation qui ne nous satisfait pas. Parce que je suis pas d'accord avec toi. Parce que, mais c'est ça, parce que pour nous, aimer une seule personne, tomber amoureuse d'une seule personne, c'est suffisant, disons. Ouais. Mais ça, je comprends absolument que ça puisse être suffisant. C'est juste que je pense que une personne pourra jamais... Comment je vais expliquer ça? Une personne peut te combler, mais elle peut pas tout combler. C'est sûr. Dans le sens où tu peux tomber amoureux d'une autre personne qui va t'apporter complètement autre chose. Puis ça n'enlève rien à l'amour que tu as pour ton chum puis pour ta relation, parce que ça vient juste apporter vraiment, vraiment autre chose. Un peu comme dans les amitiés. Moi, je compare beaucoup. Tu sais, il y en a qui vont avoir un seul ami. C'est leur meilleur ami, ils sont tout le temps avec, puis ça le comble, mais si tu as 2-3 autres amis de plus, ça veut pas dire que... Non, c'est sûr. Mais comme tu l'as dit, tu as un meilleur ami. Ça dépend des gens, oui, je pense. C'est vrai. Moi, c'est vrai aussi, mais à nouveau, en fait, c'est pas qu'on l'a mis de côté, c'est juste que, par exemple, moi, cette dynamique ne me convient pas. Mais je comprends. Ne me convient pas. Donc, je me dis, peut-être qu'à un certain moment, je vais tomber amoureux de quelqu'un d'autre, et que lui, il va me dire ça me convient pas, et là, ce sera la fin de la relation, peut-être. Une fin potentielle de la relation. Ou bien que lui, il rencontre quelqu'un d'autre et qu'il tombe amoureux de cette personne, et que moi, je lui dis, ça ne me convient pas, ce sera peut-être la fin de la relation. Ou, au contraire, il va te choisir, puis ça va être encore plus fort, tu sais, votre couple. Aussi, mais s'il choisit, par exemple, qu'il veut entretenir les deux relations en même temps, et que ça ne me convient pas. Ouais, je comprends. Donc, à nouveau, parce que pour moi, la relation amoureuse, et je ne juge absolument pas les personnes en polyamour, mais dans le polyamour, parce que je sais que même dans le polyamour, il y a des concessions à faire, il y a des compromis à faire, il y a des discussions à avoir, parce que c'est pas toutes les personnes qui sont en polyamour qui ont le même degré de dynamique de relation. Il y a l'anarchisme, mais il y a aussi le monogamish, il y a aussi le partenaire principal et quelques autres partenaires. C'est quoi le monogamish? C'est plutôt le couple ouvert, ça. Monogamish. Okay. C'est plutôt le couple ouvert. Je comprends. Donc, monogamish, oui. C'est ça, dans ce sens. Donc, il y a différentes façons de vivre un couple ouvert, un polyamour. Des personnes disent, oui, j'ai un partenaire principal et j'ai d'autres partenaires, entre guillemets, secondaires. Ou d'autres qui disent free for all. Des personnes qui établissent des règles que si moi je suis en couple avec cette personne et avec cette personne-là, toi tu ne peux pas être en couple avec la troisième personne. Donc ça peut pas être un triangle. Certaines personnes établissent ça comme règle. D'autres personnes disent que si je suis en couple avec X et Y, X peut être en couple avec Y aussi, par exemple. Donc ça devient plus un trouble. Oups. Oui, un trouble, oui, mais si on ont aussi d'autres partenaires, ça devient encore plus grand. C'est ça ce que je veux dire. Mais oui, c'est tout un monde. Tout un monde. Et moi, le monde du polyamour, je sens qu'il ne me convient pas. C'est pas... Et peut-être que si je l'explorais, je découvrirais que ça me conviendrait. Mais c'est juste que j'ai pas très envie de l'explorer, honnêtement. C'est pas quelque chose qui m'appelle, qui m'intéresse pour l'instant, du moins. Je comprends. Donc, Mais le couple ouvert, oui. Mais avant qu'il m'en parle, pour moi, c'était quelque chose d'assez bizarre. Mais
Mais tu t'es pas senti forcé Pas du tout. à faire ça. C'est vraiment... Pas du tout. En fait, forcé, peut-être... Pas, je vais pas dire forcé, je vais dire que je me suis senti stressé. OK. Dans le sens que, en fait, lui, il m'a dit, moi, ultimement, j'aimerais ouvrir le couple. Et je lui dis, je ne suis pas sûr d'arriver à ce point-là. Il m'a dit, ce sera dommage, mais on pourra en discuter. Mais c'est moi-même qui suis parti bon, parce que déjà, je trouvais la relation très belle. Mhm. Et je me dis, j'ai pas envie de le perdre juste parce que, sur le moment, je me dis, non, ça va pas marcher. Donc, je me suis donné un peu de temps de réflexion. Et une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'ouvrir le couple, et je l'admets, c'est parce que je ne voulais pas le perdre. Et c'est vrai que beaucoup de personnes disent oui, d'accord, oui, il faut pas rester dans une relation qui ne convient pas parce qu'on ne veut pas perdre la personne. Mais moi, comment je réfléchis, c'est que à un certain moment, j'avais besoin de quelque chose qui ne le convenait pas vraiment. Lui convenait pas vraiment. Et il a essayé quand même. Il l'a essayé et on en a rediscuté. Tu parles de la monogamie, en Oui. fait? Oui. Oui. Parce que à un certain moment, je lui ai dit je vais être exclusif. Il m'a dit d'accord. Mais après, il m'a dit que c'était une concession qu'il faisait. Donc, pourquoi ne pas tenter la chose à nouveau de mon côté? Et il y a un aspect un peu problématique dans ce que je vais dire aussi, je vais après le réexpliquer, c'est que je me suis dit, si lui, il a le besoin d'aller voir ailleurs, mais que moi, j'ai pas vraiment ce besoin-là, et que son bien-être m'importe, si qu'il aille voir ailleurs, ne me dérange pas vraiment. Ne me dérange pas. Ou pas vraiment. Ok, ne me dérange pas vraiment. Pourquoi est-ce que je me dirais non, parce que je ne veux pas moi-même aller voir ailleurs, il ne devrait pas aller voir ailleurs. Je me dis, alors donc... mais là, je suis sur un collègue qui m'a dit, il faut aussi que tu vois, toi, qu'est-ce que tu as besoin, de quoi tu as besoin. Et c'est vrai que après le compliment qui a été fait par l'ami en commun, je me suis dit, oui, j'aimerais bien voir ailleurs aussi. OK, c'est super intéressant, mais est-ce que tu penses... Tu sais, tu dis que ça te ferait rien ou pas vraiment qu'il aille voir ailleurs. Est-ce que c'est ce que tu penses ou... Tu sais, parce que d'un coup que ça te blesse finalement. Tu sais, ça pourrait arriver, là. Oui, oui. Qu'est-ce que tu serais quand même... Qu'est-ce que tu ferais? Il faudrait que j'en parle. Ouais. C'est communication. Déjà, dans toute forme de couple, que ce soit exclusif ou couple ouvert ou polyamour, il faut parler, il faut se communiquer beaucoup. Absolument. Mais encore plus quand c'est un couple ouvert ou un polyamour, parce que il y a des règles à établir, d'autres types de règles aussi. Donc, il y a des règles dans le couple exclusif, mais d'autres règles aussi dans le couple ouvert et le polyamour. Donc, il faut en parler, il faut en discuter, il faut l'élaborer, etc., etc. Donc, j'ai oublié la question. Dans le fond, tu dis que tu lui en parlerais si jamais Oui, tu c'est te rends ça. compte que Je lui en parlerai. que ça te blesse. Et lui, il m'a dit, et c'est une chose qui me rassure, parce que je lui ai parlé, je vais parler qu'est-ce qu'il va, je lui ai répondu, mais il m'a dit, rien n'est irréversible finalement. En gros, si à un certain moment tu me dis, j'aimerais retourner à l'exclusivité et qu'on en rediscute après parce que je me sens un peu faible, un peu fragile, un peu mal, c'est possible. Parce que la dynamique d'un couple change finalement avec le temps. Donc dire qu'on veut rester exclusif jusqu'à la fin de nos jours, c'est pas réel. C'est peut-être réaliste pour certains, mais pour moi, c'est pas très réaliste. Il faut en rediscuter si quelqu'un trouve un problème dans l'exclusivité, par exemple. Donc, il faut, pour moi, établir des carcans trop rigides, c'est trop rigide, des carcans solides, moi je veux bien, moi je veux ça, même pas je veux bien, je veux ça, j'ai besoin de ça, mais des carcans rigides qui m'empêchent de pouvoir discuter des éventualités, ça c'est bof. Et lui aussi, lui il est encore un peu plus souple que moi, souple que moi au niveau des carcans, donc on se trouve un middle ground et on bâtit à partir de là. C'est génial, ça. Ouais. Ceci dit, je trouve que c'est quand même... C'est vrai que vous êtes un jeune couple pour déjà ouvrir votre couple. Ben après ça, il y en a qui, c'est vrai, qui se rencontrent puis qui sont déjà là-dedans. Mais c'est vrai que même moi qui ai cette ouverture-là puis cette envie-là de pas nécessairement être monogame, peut-être que les débuts, ça, c'est le fun d'être
Tu sais, c'est tellement effervescent les débuts, Oui, les oui. premiers mois. Il y a quelque Oui, chose de bien comme sûr. tu veux être avec l'autre personne, puis tout ça. Fait que ça peut être confrontant aussi d'ouvrir son couple aussi rapidement. Mais lui, d'ailleurs, il m'a dit, prends ton temps. OK. Et moi, je prends mon temps. Et je me sens de plus en plus sûr. Donc, et le fait de voir, de parler, de discuter de nos potentielles relations ensemble, donc, pas ensemble, nos potentielles relations extra-conjugales, disons, ensemble, ça me rassure aussi. Ça me donne aussi une impression que oui, moi aussi, j'ai une sexualité à moi, lui aussi a une sexualité à lui. Et certes, c'est peut-être tôt, mais il y a des personnes qui rentrent déjà dans un couple alors que en couple ouvert. Ouais. Donc, et comme je te dis, on l'a pas encore Vous l'avez pas encore ouvert. officiellement, on l'a pas encore ouvert. C'est juste qu'on est en train on est en voie de l'ouvrir. Ouais. Hey, c'est tellement intéressant. Et je pense que j'irai avec ton sujet que tu avais à Ok. préparer, en fait. Oui. En gros, ce n'est plus un secret maintenant de savoir que je suis gay. Non. Non, c'est plus un secret. Je le dévoile au grand jour. Je suis gay, mais je suis en ce moment un cours sur la théorie du genre. La théorie du genre. Donc ça part des études féministes de seconde vague jusqu'aux études trans. Donc on parle C'est large quand même. Historiquement, ça parle de ça. Donc Ouais. féministe, intersectionnel, queer, études gays, études lesbiennes, études trans, plein d'aspects, genre même études queer et éco-critiques, donc à l'intersection de plusieurs disciplines aussi. Et j'ai remarqué que la sexualité gay et queer est une manière, disons, de décomplexer, disons, la sexualité de manière générale. Parce que longtemps, la sexualité était déjà restreinte aux couples hétéros, donc socialement acceptée comme. Ouais. Et que même dans le couple hétéro, elle était restreinte, elle était considérée correcte à cause de l'Église, des religions, etc., à la reproduction. Mhm. Et j'ai lu beaucoup d'articles et d'essais sur la sexualité gay. Comme quoi, elle est une manière de subvertir la conception qu'on a de la sexualité, qui est la reproduction, qui est simplement... oui, c'est simplement la reproduction qui est juste pour assurer la survie de l'humanité. Ça va dans les extrêmes. Par exemple, j'ai un texte de Léo Bersani, ça s'appelle « Is the Rectum a Grave ?», qu'il a écrit durant l'épidémie du sida aux États-Unis. Okay. Donc c'est assez extrême quand même. Pour lui, une relation sexuelle, même homme-femme, n'est pas une relation... on peut être d'accord ou pas d'accord. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord, d'autres sur lesquels je ne suis pas d'accord. Une relation de respect, d'amour, d'amitié, une expérience communale expérience pour lui. Pour lui, c'est au contraire rendre la sexualité encore plus accessible ou bien plus ouverte, rendre la sexualité plus progressiste, entre guillemets. C'est admettre que la sexualité, c'est aussi une perte de contrôle. Que c'est une forme de perte de contrôle, une forme de... je travaille en mes mots, c'est peut-être pas exactement ça, mais une forme... il utilise beaucoup la psychanalyse que... à un certain moment, il parle de la cesse, je pense que... Donc, d'une certaine manière, que à travers la souffrance, entre guillemets, il ne parle pas que la sexualité fait souffrir, mais à travers la souffrance et le supplice, entre guillemets, corporel, on peut accéder à la jouissance. Donc, déjà, il parle spécifiquement de la sexualité gay en ce moment, à ce niveau-là. Donc, comme quoi, parce que c'est la crise du sida, donc il y a une perte de contrôle. Il y a beaucoup de... Pardon, il y a beaucoup de risques à prendre dans la sexualité gay. Il va aux extrêmes, certes, et donc pour lui, il y a cet aspect de perte de contrôle, d'admettre que je ne suis
plus en contrôle, surtout quand il parle surtout des personnes qui sont les bottoms, des bottoms. OK. OK, ouais, c'est très spécifique, là. Oui, mais il essaie de la généraliser d'une certaine manière. OK. Et il a une phrase très choc au début de son article. Everybody dislikes sex, hate sex, ou comme ce genre. Personne n'aime la sexualité. Et il explique après pourquoi. Aussi, pour parler un peu plus de comment la sexualité gay permet de se libérer de ce poids il faut assurer la survie de l'impératif de la reproduction de la sexualité comme moyen de reproduction. C'est un texte de Edelman qui dit que l'enfant, la figure de l'enfant, pas comme personne, mais comme concept politique qui est récupéré par la droite ou par la gauche. Donc, la droite qui dit il ne faut pas de drag queen devant nos enfants, ça va les pervertir, par exemple, ou des trans devant les enfants, ça va les pervertir. Ou la gauche qui dit pour assurer un avenir meilleur à nos enfants, il faut sauver le climat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sauver le climat, mais c'est cette récupération de l'enfant à des fins politiques, à des fins pour pousser à des politiques dans un sens ou dans un autre. OK. Que cet enfant-là nuit un peu à la société d'une certaine manière. Pas nuit, mais genre met les personnes queer en marge de la société. Et ils seront toujours en marge parce que ils n'ont pas le potentiel de se reproduire dans le sens conventionnel, d'avoir des donc. Ouais, mais ça leur empêche pas d'avoir des enfants puis des familles. Certes, sauf que il parle pas il parle du fait que ça veut dire que la sexualité en tant que telle, queer, ne mène pas à des enfants. Genre la sexualité anale. Ouais, non, mais je comprends. Et moi, OK. Attends, je pense que j'ai de la misère à te suivre. Ouais. Fait... Ça veut dire que les deux textes que je cite sont très cyniques dans leur vision de l'avenir. Pour eux, il n'y a pas d'avenir vraiment. Il n'y a pas d'avenir, mais l'avenir est très incertain. Et genre que il y a de grands. C'est que il n'y a pas besoin de survie de l'humanité. C'est une théorie antisociale queer. Donc, que les queers auraient pas... Non, qu'il n'y a pas d'avenir pour en général pour l'humanité en général. OK. Pas qu'il n'y a pas d'avenir, mais que c'est ça, que genre qu'il n'y a plus besoin d'un impératif de survie en général pour l'humanité. Ça, c'est leur vision des choses. Que au contraire, you have to embrace la sexualité queer parce que elle mène à la jouissance et que c'est la jouissance qui est d'une certaine manière plus importante que la reproduction et que la reproduction partir toujours d'une politique qui se base sur la reproduction, sur l'enfant, etc. est erronée, peut-être pas erronée, mais genre, je sais pas le mot exact pour le dire, mais qu'elle est désuète un peu. Ouais, je comprends. C'est ça. Mais outre ça, ces politiques un peu extrêmes, je trouve que la sexualité queer, en parler, en discuter, et il y a sûrement des personnes qui vont pas être d'accord, qui vont dire que oui, on peut parler de sexualité juste hétéro et dire que le sexe, ça peut être pour le plaisir aussi. Mais parler de sexualité queer est un exemple beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus marquant pour souligner cet aspect qui est l'aspect inutile un peu de la sexualité. Mais alors que c'est tellement... Je veux dire, c'est tellement faux dans le sens où la majorité des gens, la sexualité, c'est pour le plaisir, c'est pour l'orgasme, c'est pour... Puis, tu sais, je veux dire, la sexualité a des bienfaits là, sur notre corps, mais biologiquement parlant. Une conception qui dit que, surtout dans les espaces très religieux... Ouais. Ben oui, c'est sûr que ça vient en phase avec la religion, la reproduction, puis tout ça. Mais tu sais, moi, personnellement, j'aimerais vraiment ça qu'on ait le choix là, de se reproduire ou pas. C'est sûr. Tu sais, j'envie, moi, la sexualité des gens queer pour ça, parce qu'il y a tellement moins de pression, puis de peur comme moi j'ai peur de tomber enceinte là, puis si j'étais avec une fille tu sais, j'en ai des amis justement qui sont bisexuels, puis sont comme mon Dieu, quand je suis en couple avec une fille c'est tellement plus simple, puis j'ai, tu sais, c'est comme
pas à me casser la tête avec la contraception, puis tout ça, là, puis à avoir peur de tomber enceinte. Puis je suis comme, hey, moi aussi, j'aimerais ça. Mais fait que j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on vit actuellement au Québec, mettons ici, la sexualité, c'est moins souvent pour la reproduction que pour le fun puis le plaisir. Puis, tu sais, mais il y a d'autres places dans le monde que c'est complètement l'inverse. Là. Mais, à nouveau, dire que il y a d'autres places où la sexualité, c'est plus pour la reproduction, à nouveau, c'est un peu trop généralisé, à mon avis, parce que c'est sûr que dans ces sociétés-là, les gens ne vont pas aller avoir une relation sexuelle rien que pour se reproduire, après se séparer. Mais attends, de façon intime, disons, de façon personnelle, il y a toujours du plaisir. C'est juste que politiquement, il y a une politique qui, disons, dicte le fait que la sexualité, c'est juste pour la reproduction. Oui, mais attends. Il y a tellement d'endroits où les femmes grandissent, puis mettons, soit t'es une enfant, on te marie à un homme, ou tu sais, t'apprends pas ta sexualité, tu n'auras jamais de plaisir parce que l'homme s'en fout de ton plaisir ou juste l'ablation du clitoris. Là, je veux dire, on dirait que moi j'ai ça en tête puis je suis comme, ces femmes-là vont jamais connaître le plaisir. Là. OK. Oui, c'est vrai que j'avais pas perçu, j'avais mis de côté, j'avais oublié ces exemples-là. Mais je parle que dans un couple, dans une société où il y a un homme et pour la relation hétéro, un homme et une femme qui s'aiment. Mm-hmm. Même si dans cette société-là, typiquement, politiquement, la sexualité, c'est pour se reproduire, j'ose croire que, personnellement, ce couple-là ne va pas juste avoir une relation sexuelle pour se reproduire. Et je vais donner un exemple, par exemple, de ma famille. Mm-hmm. Je connais des personnes qui sont tombées follement amoureuses l'une de l'autre. Elles sont très chrétiennes, très pieuses. Et ces deux personnes-là, c'est un homme et une femme, sont très chrétiens, croient en les valeurs chrétiennes, sont contre l'avortement, même contre la pilule abortive, contre la pilule de contraception de manière générale. Donc, ils sont ils sont très conservateurs à ce niveau-là. Mais je suis certain que les relations sexuelles qu'ils ont eues, c'était pas juste pour avoir leurs enfants. Je suis certain. Ça se peut très bien. Puis je pense que tu as en partie raison. Oui. Après ça, je pense qu'on a tellement entendu le discours de femmes qui avaient 70 ans, 60, 70, 80, peu importe, qui ont fait « Hey, moi, j'ai jamais eu d'orgasme avec mon mari, là, parce que... C'était sa sexualité à lui, c'était son plaisir à lui, c'était son orgasme à lui. Puis moi, je savais même pas que je pouvais avoir du fun, tu sais. Fait que je pense que peut-être que l'homme, il trouve plus son compte que la femme dans ce genre de couple. Dans ce sens-là, oui, là, je comprends, je suis d'accord avec toi, oui, c'est sûr. Puis, tu sais, peut-être pas. Il y a peut-être des couples que la femme trouve son compte aussi, mais je pense qu'il y en a vraiment qui sont comme moi, on m'a pas appris, puis... Puis les sociétés très religieuses où les hommes n'ont pas à se questionner sur le plaisir de la femme, mais ça fait qu'ils sont très portés sur leur plaisir à eux. Puis moi, j'ai du plaisir, fait qu'elle aussi, sûrement, qu'elle tu sais. Il y a quand même cet aspect-là. Ouais, mais là, un point où je diverge avec toi, c'est que je pense qu'au Québec aussi, il y a un peu cette non-considération, peut-être à un degré inférieur, mais cette non-considération de la sexualité de la femme en général, du plaisir féminin. Ah, ben oui, absolument. Oui. Mais moi, tu sais, je parlais ici. Là. D'accord. Ben, ici, il y a peut-être nos générations, nos grands-mères, ou tu sais, dans le sens, il n'y a pas, même peut-être nos parents, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça ici. Tu sais, les exemples que j'ai, c'était au Québec, tu sais. Juste où la religion était quand même très présente il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais. Mais à nouveau, ce que je veux dire, c'est que même dans les sociétés, maintenant, en ce moment, donc là où la religion n'a pas trop sa place, c'est pas, je trouve que à nouveau, c'est pas juste la religion qui affecte le point de vue que tu apportes, qui est un très bon point de vue, qui est une très bonne opinion, c'est que oui, que le plaisir féminin n'est pas pris en considération. Moi, je trouve que c'est encore d'actualité, même dans notre génération à nous, parce qu'il y a beaucoup, en plus avec la montée du masculinisme, n'en parlons pas, où la femme, d'accord, si elle a du plaisir, c'est correct, mais l'homme est plus important que la femme. Donc, des points de vue, disons, des valeurs qui sont toujours courantes,
peut-être pas courante, mais présente, Ouais. assez présente dans les sociétés, dans nos générations, à nous aussi. Donc, Mais ça, je suis absolument d'accord avec toi. Oui. Moi, j'aurais 2 points par rapport Oui. à ça. La première, tous les gars avec qui j'ai couché dans ma vie, ils voulaient vraiment que j'aie un orgasme. Ok, Tu sais, oui. c'était pas je m'en Ouais. fous, moi j'ai du fun, mais c'était à l'inverse. Ouais, ok. C'est à l'inverse de comme je veux vraiment que tu aies du plaisir, mais moi je sais ce que je fais, je pense que je suis bon, je me re-questionne pas, je me mets pas, tu sais, je me mets ouais. pas je me remets pas en question, mais je veux vraiment que tu aies du fun là. Ouais. Fait que tu sais, c'est de nous mettre une pression Ouais. de qui est pas plus agréable. Tu sais, Non, moi, c'est ça. Fait que à 100%, il y a quelque chose qui est pas acquis là-dedans. Ouais. Mais moi, je pense que la religion est le problème, en fait, parce que si on avait vraiment des bons cours d'éducation sexuelle dès le jeune âge à l'école, je pense que ça réglerait, j'ai envie de dire quasiment complètement le problème, où les garçons très jeunes, avant même d'avoir leur premier fantasme ou leur premier crush, seraient déjà outillés, empathiques, auraient déjà une plus grande compréhension de ces enjeux-là. Ouais. Mais c'est beaucoup une affaire de religion que le gouvernement est comme « Ouais, là, il y a des parents qui veulent pas qu'on se mêle de tout ça, fait qu'on va... » Tu sais, puis ils devraient prendre action puis faire « On le fait pareil, Ouais. puis tant pis. » Tu sais, mais ça se fait pas. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est en grande partie encore à cause de la religion, Oui. parce qu'on essaie donc de respecter l'opinion de tout le monde puis la religion de tout le monde, mais je suis comme non, mais c'est parce que les violences faites aux femmes pourraient vraiment changer Oui, beaucoup, tu c'est sais. sûr. Fait que puis peut-être que je me trompe, mais Non, c'est sûr que la mon religion a impression. une très grande partie aussi dans la perception de la sexualité, surtout la sexualité féminine. Mais comme j'ai dit, j'aime pas trop généraliser tout parce qu'il y a des personnes qui se considèrent très agnostiques, athées, on le nomme comme on veut, mais qui ne sont pas qui sont pas du tout religieuses, mais qui ne prennent toujours pas en compte, qui ont une éducation même elles-mêmes qui n'était pas religieuse, mais qui ne prennent pas en considération la sexualité féminine parce que socialement, et à nouveau socialement, ça dérive de la religion, de tes valeurs, de tout ce qui s'est du passé de l'histoire, mais qui ne prennent pas en considération cette sexualité-là. Donc oui, certes, la religion, historiquement aussi, socialement, politiquement, a un très grand poids, mais au niveau personnel, disons, je trouve que la religion, la religion en tant que telle, même si elle n'est pas présente dans la conviction personnelle des individus, donc quand la religion n'est pas présente dans la conviction personnelle des individus, ça n'équivaut pas nécessairement à une meilleure considération. ça absolument. Ouais, mais si cette personne-là Oui. avait grandi dans un modèle d'éducation où on lui avait appris comment les femmes se sentent, Oui. qu'est-ce qu'elles vivent, puis que tout petit, il avait compris ces enjeux-là, j'ai l'impression que ce serait peut-être différent aujourd'hui. Oui. J'ai l'impression que quand tu vis une grande partie de ta vie en te colissant bien raide de 50% de la population, puis que là, à un moment donné, on te questionne, puis on fait « Ah, peut-être tu pourrais prendre en considération ce 50%-là. » Ça fait comme, ben là... tu sais, alors que quand on est jeune, notre cerveau se forme, c'est là qu'on développe notre empathie, c'est là qu'on... J'ai l'impression que ça pourrait vraiment faire une différence. Ça c'est sûr, mais moi, ce que je retiens, pas ce que je veux, sur ce que je veux faire attention, c'est que c'est pas juste la religion, c'est aussi les politiques, le capitalisme, la misogynie. Ça, mais je suis 100% d'accord avec toi. Là. Oui. Je dis pas que c'est juste la religion le problème. Le problème est beaucoup plus grand et complexe que ça. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça. Je pense juste que la religion est encore présente ici, malheureusement. Ça, c'est sûr. Quand même une influence. Ah, ouais. Mais ça serait quoi, toi, ta solution? Mettons, moi, j'ai dit ce que je pense, mais comment, toi, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer les choses? Au niveau de la sexualité, de l'éducation à la sexualité, tu veux dire? Ouais. Déjà, et c'est polémique chez beaucoup de personnes, parler de la sexualité queer pour retourner à la sexualité queer, je ne parle pas de dire oui, comment ça fonctionne, la sexualité queer, pratiquement, mais parler que un homme et un homme peuvent s'aimer, ne pas vouloir d'enfants, parce que biologiquement, disons, ils peuvent pas faire d'enfants. Biologiquement, donc, à travers un acte sexuel, ils peuvent pas faire d'enfants.
dès un certain âge, dès l'enfance, commencer à parler du fait que la sexualité, c'est pas juste. Donc, l'éducation, comme tu l'as dit, à nouveau l'éducation, et la sensibilisation, bien sûr, et aussi des politiques concrètes, pas seulement au niveau de l'éducation, mais au niveau de la protection, au niveau de la prévention et au niveau de la réaction, de la rétroaction ou de la réaction, donc par rapport à si à un certain moment il y a une violence, ou, qui est vraiment de vraie politique, qui assume le fait que oui, il y a un problème et qui l'adresse, que ce soit pas à des fins opportunistes qui détournent un sujet qui est ancré dans une histoire misogyne, disons, pour parler de la société misogyne, capitaliste, misogyne, donc patriarcale, etc., qu'il détourne ça vers, disons, je ne sais pas moi, l'immigration, comme on parle aujourd'hui, qu'il détourne ça vers l'immigration à des fins juste d'électorat. Ouais. Qui s'assume, qu'on écoute la science, qu'on écoute les études, qu'on se rappelle l'histoire, qu'on travaille sur ça. Donc il y a tout un travail de réflexion, d'action, d'éducation, de sensibilisation à faire. Donc je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Puis comment tu te sens en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, avec Trump, peut-être si Poilievre est élu ici, en ce moment, il y a vraiment un recul des droits des personnes queer, des personnes LGBT, des femmes aussi, mais est-ce que ça t'inquiète? Comment... Énormément. Moi, à la base, j'étais venu à Montréal. Une des raisons pour laquelle c'était pas, comme je t'ai dit, c'était parce que je voulais vivre ma sexualité ouvertement. Et c'est pas perdu, mais c'est risqué en ce moment. C'est très risqué, surtout au Canada. Aux États-Unis, le processus de régression est déjà entamé. Ça me fait peur, mais ça me permet d'être plus insolent, je trouve. Okay. Dans le sens que avant, je me retenais de parler. Je me disais, ouais, d'accord. Par exemple, sur certains enjeux politiques, par exemple à l'université même où je suis, il y a des enjeux politiques sur lesquels l'université ne se prononce pas. L'université reste un peu silencieuse à des fins plutôt genre, je veux garder mes investisseurs, mes donateurs, etc. C'est tout le temps ça. Oui. Ouais. Donc là, je me permets, je me dis, je risque de tout perdre. Donc, quitte à tout perdre, faisons quelque chose maintenant. Donc, que je m'engage. Ça me permet de m'engager, ça me permet d'essayer de trouver un peu de force. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement qu'il y ait une perte de droit pour se mobiliser, mais ce risque m'a permis personnellement à me rendre compte que qu'est-ce qui est pire que de ne pas être reconnu socialement, relationnellement, familialement? Qu'est-ce qui est pire que d'être ostracisé? Je pense pas grand-chose. Donc, avant d'être ostracisé, avant de risquer d'être ostracisé, que je fasse quelque chose, que je fasse ma part. J'ai peur, certes, de répercussions, de violences, etc. Mais je me dis, il faut passer à l'action. Puis comment ça se traduit pour toi, passer à l'action? Comment ça se traduit? Je commence, à nouveau, comme je t'ai dit, je commence à être plus... à me désinhiber au niveau de la parole, déjà. Au niveau politique, disons, donc quand l'université fait quelque chose qui ne me plaît pas, c'est sûr, première étape, mais genre, pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'écris j'essaie d'écrire à des responsables, à des personnes qui c'est pas eux qui ont pris la décision, mais leur montrer certains mécontentements. C'est encore très faible comme niveau d'engagement, je trouve, parce que ça change pas très grand chose, mais si je le fais de façon publique, disons, ça me permet de
ça permet aux autres de voir que oui, il y a d'autres personnes comme vous, qui pensent comme vous aussi, qui ont peur comme vous. Et donc ça permet de créer un plus grand mouvement, je trouve. Et peu à peu, je suis en train de me mobiliser, disons moi-même, pour essayer de m'engager un peu plus dans certaines initiatives, de participer plus à pas nécessairement des manifestations, mais des événements pour parler de queer, des événements où les personnes queer se rencontrent, on parle de nos inquiétudes, où on partage, où on s'entraide, où on discute entre nous, où on a du plaisir. Donc, ouais, c'est ça. C'est une manière de résister un petit peu. Ben, la solidarité, ça peut faire toute la différence. C'est ça, oui. Vraiment. Ouais. Et il nous reste un petit peu de temps. Okay. Je veux voir si tu es à l'aise. Parce que tantôt, tu as parlé de problèmes de santé mentale, d'hospitalisation. Je me demandais si tu serais à l'aise d'en parler un peu plus de ce que tu as vécu dans ces moments de crise-là. Oui, j'ai vécu beaucoup de dépression. J'ai eu un diagnostic aussi de troubles de santé mentale. Il est en réévaluation en ce moment, mais c'est que j'ai... comment expliquer? C'est pas seulement relatif à ma sexualité aussi que ça... c'est pas la sexualité seulement qui m'a affecté. C'est aussi l'environnement politique du Liban, l'environnement familial un petit peu, pas famille directe, mais famille aussi élargie. C'est l'environnement scolaire dans lequel j'ai grandi, parce que j'étais souvent moqué, raillé, je me sentais seul des fois. Je me sentais seul des fois, donc ouais, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais du mal, j'étais très timide, j'avais beaucoup de pression au niveau au niveau du scolaire, que ce soit à l'école ou en famille. On me disait oui, tu es très doué, donc tu devrais être premier. Pourquoi ne pas être premier de classe? Parce que déjà à l'école, on mettait les rangs des étudiants sur les bulletins, premier, deuxième, troisième. Ouais. C'est horrible. Mais donc c'est ça. Moi j'étais dans une école très élitiste, donc c'était beaucoup de pression et je ne supportais pas. Donc à ce moment j'ai craqué. J'ai eu des idées noires. J'ai commencé à me faire du mal. C'est ça, donc j'ai été hospitalisé pendant mon adolescence et aussi après, comme je t'ai dit, après ma pseudo-relation, donc en 2024, je suis tombé très bas, donc oui. Ouais. Puis pour toi, parce que tu nommais un peu psychiatre, psychologue, ergothérapeute, peut-être pour les gens qui sont pas familiers puis qui n'ont jamais eu ce genre de ressources-là, est-ce que tu aimerais juste parler un peu de comment ces gens-là ont pu t'aider? Oui. C'est sûr que moi je suis privilégié à ce niveau-là parce que j'ai eu de la chance d'avoir un psychiatre en venant tout de suite au Montréal. Mon psychiatre du Liban avait des contacts ici, donc ils se sont arrangés. Mais oui, c'est des ressources essentielles. Et pour moi, la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. Ça a des répercussions physiques sur la santé. Donc, moi, des fois, pour blaguer, je dis je vais mourir à cause d'un ulcère parce que tellement je fais de l'angoisse, tellement je fais de l'anxiété. Donc, oui, donc c'est très normal de parler de santé mentale. Tout comme la sexualité, c'est tabou jusqu'à un certain point. De moins en moins, j'espère, mais avec la remontée du conservatisme, ça retombe dans le tabou. Je trouve aussi. Donc, le psychiatre permet de me faire un diagnostic, dépendamment de la personnalité aussi du psychiatre et de son approche. Il ou elle peut me demander, peut me poser des questions concernant pas seulement les effets secondaires des médicaments, etc., mais mon ressenti. Donc, je me sens accompagné par ces personnes-là qui me conseillent, qui me guident, qui me permettent de prendre du recul par rapport à mes émotions très intenses. Je vis les émotions de façon très intense. Donc, oui, c'est des ressources essentielles, je trouve, à l'accompagnement des personnes en situation vulnérable au niveau de la santé mentale. Au niveau de la santé mentale, parce que elles sont là pour aider. Elles ont des connaissances et des compétences et un recul par rapport à ce qu'on vit
qui nous permet à nous-mêmes de prendre du recul. Et c'est différent de l'ami, je trouve, qui t'écoute, parce que ces personnes-là sont formées déjà pour avoir ce recul-là, pour analyser les comportements, les motifs, les patterns qui reviennent. Donc, c'est essentiel, et malheureusement, le système de santé ne le permet pas en ce moment, avec l'effondrement un peu, l'effondrement, disons, probable du système de santé qui s'en vient. Bref, ne permet pas d'accompagner toutes les personnes qui souffrent de leur santé mentale. Et c'est vraiment très dommage parce que investir plus dans la santé mentale, si je ne me trompe pas, il y a des études qui montrent que ça réduit les coûts jusqu'à un certain point, les coûts du gouvernement pour soigner ces personnes-là. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Ça, mais on fait aucune prévention au Québec, là. Non, on arrive quand il est trop tard, là. C'est fou. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est vrai. Puis moi, en tout cas, je montrais des signes de burn-out, tu sais, il y a pas si longtemps. Puis j'ai voulu aller chercher de l'aide. Puis c'est impossible. C'est impossible. J'ai pas les moyens de payer un psy au privé. Puis toutes les ressources, parce qu'il existe plein de ressources, des belles ressources de comme, OK, ben tu as accès à des psys qui sont soit étudiants ou vraiment à des tarifs réduits, mais les listes d'attente sont de 2 ans. Ça n'a aucun sens. Là. Fait que non, c'est vraiment très difficile. En effet, oui. Très, très, très difficile. C'est vraiment... il y a un manque d'écoute de la part des responsables, des gouvernements par rapport à la population. Parce que, genre, je me suis dit, qu'est-ce qui se passait si les politiciens, on les payait au salaire minimum? Il y aurait tout un changement de politique, je trouve. Ben, ils sauraient dans les débats combien ça coûte faire une épicerie, là. Oui, c'est ça. Non, ça changerait bien des affaires. Mais, écoute... Mon Dieu, c'est déprimant. Mais non, mais pour terminer, j'aimerais ça savoir ce que l'adolescent aurait aimé entendre dans le discours ambiant sur la sexualité, puis qu'est-ce qui t'a manqué, en fait? Discours ambiant dans quel sens? Discours ambiant? Tu sais, veux pas, on évolue en entendant un peu ce qui se passe autour de nous. Le truc, c'est que l'adolescent n'a pas vraiment parlé de sexualité. Il n'y avait pas de discours ambiant de sexualité, il n'y en avait pas de discours de sexualité. Donc il aurait bien aimé entendre un peu de discours. Il aurait aimé entendre il aurait aimé savoir qu'il n'y a pas de sexualité normale et anormale. Qu'il y a des sexualités différentes. Et comme dans les sexualités qui sont jugées en ce moment normales, hétérosexuelles, il y a différents types de rapports à la sexualité qui se trouvent. Donc, j'aurais aimé avoir un discours moins généralisant, universalisant, et un discours plus centré sur l'empathie, disons, à niveau de la sexualité, sur l'expérience, plutôt que sur la théorie aussi, la pratique que la théorie. Donc, dans les livres dont je te parlais au début, les livres que j'avais, c'était très théorique, genre. Déjà, il y avait une grande partie qui était science, donc au bout de 7 mois, le fœtus a tel. Alors qu'il n'y a pas vraiment d'éducation à la sexualité en tant que telle, dans le sens qu'il n'y a pas d'éducation au plaisir sexuel, à l'orgasme, à la protection par rapport aux ITSS, à tout ça. Ouais. Non, au Liban, il n'y avait pas du tout ça. Donc, c'est très tabou. Donc, j'aurais aimé avoir un discours tout court sur la sexualité. Oui. Merci tellement. Ça fait plaisir, merci à toi. C'était vraiment... c'était fou, tout ce qu'on a abordé pendant cet épisode. C'était vraiment enrichissant, puis merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup, ça me fait plaisir de te parler.